Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Entre-Dames-Dalles pour une émission un peu particulière, même si c'est, on va dire, un retour aux sources. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas du gaming. On va revenir à mes premières amours. Voilà. Toute première vidéo que j'ai faite quand je me suis lancé sur Twitch, qui était ni plus ni moins qu'une version en live des émissions que je faisais sur YouTube qui s'appelait Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Donc, il y a eu plusieurs déclinaisons, hein. Il y avait à quoi on joue ce soir, qu'est-ce qu'on lit ce soir. Donc là, en bannière en fond, je vous ai mis le truc générique qui était le qu'est-ce qu'on fait ce soir. Bah, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va faire un petit point, un petit débrief sur les dernières nouveautés en termes de super-héros sur les plateformes streaming, puisque le confinement, le coronavirus et tout ce qui va avec a eu cet effet que les salles de ciné ont fermé, donc du coup les super-héros, ils se sont fait ils se sont trouvé une deuxième maison sur les plateformes de streaming dédiées. Coucou Mia, bienvenue à toi. Eh ben écoute, moi aussi ça me fait plaisir de revenir avec qu'est-ce qu'on regarde ce soir. On verra si cet essai sera concluant ou si ce sera un fiasco comme les précédentes, les précédentes éditions. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire des qu'est-ce qu'on fait ce soir, parce que c'est vrai que ça demandait beaucoup de préparation en amont, parce que en plus de vous donner mon avis sur des films, des séries ou des mangas comics, je me renseignais un peu dessus pour vous donner de l'information en plus de mon avis. Et du coup, ça demandait beaucoup de préparation. Il fallait chercher les trailers, faire un petit montage sympa pour pouvoir enchaîner les trucs rapidement. Et au final, c'est vrai que ça intéressait très peu de monde comparé aux let's play qui, eux, attiraient une foule un peu plus conséquente, même si ça ne crève pas le plafond non plus. Du coup, ça nécessitait aucune préparation, puisque je me contentais de jouer au jeu. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un peu tomber, mais là, c'est vrai qu'on m'a demandé récemment, dire ah ouais, ce serait bien, quand je parlais en fait du slide, j'avais vu le Snyder Cut, que vraiment j'avais bien aimé, on m'a dit ouais, ce serait bien si tu pouvais faire un qu'est-ce qu'on regarde ce soir dessus, machin. Donc c'est vrai que ça me dit tiens, voilà, c'est l'occasion, on va le ressortir. Donc ça ne serait pas une émission de qu'est-ce qu'on regarde ce soir sans son générique des armées mythiques, donc je vais vous le passer et on se retrouve dans quelques instants pour les premières critiques. Salut Nacho, ah, bienvenue à toi. The legend of the Batman will be worth nothing at all. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et Les fils de pute. Salut Dark Angel, bienvenue à toi dans cette émission spéciale de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Donc le premier sujet de la fin d'après-midi, parce que c'est pas vraiment la soirée ni la journée, donc la fameuse Justice League Snyder Cut. Alors pour les personnes qui sont pas familiers, en fait, pour vous situer un petit peu tout ça, suite au succès de Marvel au cinéma, il y a la Warner qui s'est dit, ben tiens, on va faire pareil avec DC, hein. Nous aussi on a une galerie de personnages bien connus, donc on va lancer notre propre univers partagé. Et donc en fait ils ont confié les manettes de cet univers naissant à Zack Snyder, qui nous a sorti dans un premier temps Man of Steel, qui est en fait le film qui a redéfini Superman pour les générations actuelles. Le film avait été plutôt bien accueilli, même s'il y a certains qui n'avaient pas trop aimé le fait que le Superman était peut-être un petit peu trop sombre, quoi, que dans la bataille finale, il y a beaucoup de destruction et ça ressemblait pas beaucoup au Superman actuel qu'on en a l'habitude, mais ils y sont allés. Ça a été suivi par Batman v Superman, Dawn of Justice, enfin l'aube de la justice. Alors celui-là, il était encore plus décrié, mais d'autant plus parce qu'en fait, le film avait été coupé de 30 minutes par rapport à ce que Snyder avait voulu faire. Donc du coup, les gens avaient trouvé que le film était un peu bancal sur certains points. Moi, j'avais bien aimé déjà la version cinéma, mais c'est vrai que quand on voit la version longue, tout est beaucoup plus cohérent. Il y a une vraie continuité avec ce qui avait été fait dans Man of Steel. Et en fait,
ça mettait les derniers jalons en prévision de ce que tout le monde attendait, c'est à dire la Justice League. Sauf que quand la Justice League a été lancée, le tournage a été au début mené par Zack Snyder, lui aussi, pour faire la continuité du truc, sauf que en cours de tournage, la tragédie a frappé. Donc bon, non, la tragédie, là, c'était vraiment pas lié au tournage en lui-même, mais c'est juste que Zack Snyder a perdu sa fille. Elle s'est suicidée au moment du tournage. Donc forcément, ça a mis un gros coup au moral du réalisateur qui a décidé du coup de se retirer du tournage du film, qui était déjà bien avancé. Il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été tournées. Sauf que vu que les studios déjà ils n'étaient pas trop contents de ce qu'il avait fait, parce que tu comprends, Batman v Superman, tu vois, c'était Batman et Superman, donc du coup putain ça aurait dû cartonner à mort. Le film a marché mais ça n'a pas été un méga succès, donc ils ont été un peu échaudés. Ils nous ont dit tiens voilà, on va foutre quelqu'un pour terminer le film. Et donc ils ont choisi Joss Whedon, à qui on devait les 2 premiers Avengers, qui avaient été des succès. Et donc ils ont dit tiens voilà, il va revenir, il va refilmer des trucs et ça va être formidable. Sauf que le film est une infâme bouse. Je vais en parler un peu plus tard. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur le chat. Il y a Lacha qui dit que la Snyder Cut est absolument oufissime. Tu verras, je le dirai plus tard, je suis d'accord avec toi. Man of Style, c'est pas le Superman avec Christopher Reeve qui est super gentil. Non, voilà, c'est pas le Christopher Reeve qui sauve le monde avec un grand sourire. Là, il est plein de doutes, il est beaucoup plus humain. D'ailleurs, c'est vrai que ça se voit beaucoup dans Batman v Superman, parce que forcément, vu comment se terminait Man of Steel, qu'il y avait beaucoup de destruction, mais il y a des gens qui ont un peu des avis ambivalents. Il y a un procès qui a lieu, on lui demande un peu de rendre des comptes sur ce qu'il a fait. Et c'est vrai que même Superman, il se pose la question, il fait qu'est-ce que je fais. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais beaucoup aimé cette approche beaucoup plus mature. D'ailleurs, de manière générale, je préfère quand les super-héros comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, chez Marvel, les films que j'ai préférés, c'est ceux de Captain America, que ce soit Winter Soldier ou Civil War, c'est plus du film d'espionnage. Mais là aussi, je prends de l'avance sur le sujet de plus tard. Alors, avant de parler plus avant de la du Snyder Cut, on va regarder la bande-annonce du film, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, du coup, on reparle un peu après. Et surtout aussi, on va parler à quel point la version de Joss Whedon est absolument à chier. Dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. You were sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. Salut Lointan, salut Songobi, bienvenue à tous les deux. Donc voilà, là on a pu voir la bande-annonce de la Snyder Cut, voilà, ça envoie du lourd. Et disons, voilà, déjà dans le film, on retrouve le côté un peu sombre qu'il y avait dans les premiers. Et c'est vrai que c'est rigolo, moi avant de voir le Snyder Cut, justement je m'étais revu la version cinéma, parce que je l'avais vu qu'une fois au cinéma, j'avais trouvé tellement à chier que je l'avais jamais revu.
Et comme j'avais récupéré le Blu-ray, je sais plus, à pas cher, peut-être dans une opération, peut-être un McDo ou une connerie dans le genre, je dis bah tiens, je vais le regarder, comme ça je vais me le remettre me mettre un peu à jour. Cet ennemi, on le croyait sorti de Dark Souls. C'est vrai que là aussi, Steppenwolf, le grand méchant du film, enfin voilà, bon, je pars un peu dans tous les sens, désolé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, le film, il passe des 2 heures de la version ciné à 4 heures. Donc évidemment, on pourrait dire déjà, bon, putain, le mec, forcément, 2 fois plus de temps, il peut mettre 2 fois plus de choses. Et ben non, parce qu'au final, quand on regarde, l'histoire reste basiquement la même. Il n'a pas révolutionné le truc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de plans qu'on retrouve, et c'est vrai qu'on se rend compte que tout ce qui a vraiment changé, c'est que déjà, ils ont vachement simplifié l'histoire, ils ont coupé dans le tas, et notamment, quand on voit la Snyder Cut, on comprend vraiment pourquoi l'acteur de Cyborg, Ray Fisher, il a autant gueulé après la sortie du film, c'est qu'en fait, basiquement, les 3 quarts des scènes de son personnage ont été coupées. Lui, il avait Cyborg, c'est vraiment quand on voit la Snyder Cut, on voit que c'était vraiment lui le héros du film. Quand le film il tourne autour de lui, t'as toute sa backstory, t'as toutes ses histoires familiales. Il est super creusé, du coup c'est un personnage qui est vraiment dramatique, il a un vrai côté personnage de tragédie grecque. Bien sûr que tout ça ils l'ont viré dans la version de Joss Whedon. Ils lui ont fait glisser une sorte de blague ou deux, sûrement pour surfer sur le cyborg qu'on voit dans la série pour enfants Teen Titans. Du coup ça gâche le personnage. Et en plus, voilà, moi au début, quand j'ai vu la version ciné, le tout début ça commence, on voit le monde en deuil avec la mort de Superman dans Batman v Superman. Il montre une sorte de montage, on voit que du coup les gens, c'est le désespoir, tout va mal et tout. Je dis, ah bah tiens, ça c'est du Snyder. Eh ben non, c'était en fait la façon de Whedon de faire du Snyder. Parce que déjà, leur approche de la truc de Joss Whedon, c'est ah ben le monde est désespéré parce que Superman n'est plus là, et c'est à cause de ce désespoir ben, que du coup les forces de Darkseid, enfin Steppenwolf décident de venir là. Dans la version de Snyder, le truc c'était plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, c'est pas parce que le monde désespère, c'est qu'en fait c'était juste Superman. Rien que le fait que Superman existe, ça faisait que les boîtes mères qui étaient sur Terre, elles restaient silencieuses parce qu'elles avaient peur de lui. Donc en fait, c'est pas le fait que le monde désespère parce qu'il est plus là, parce que là aussi c'est ridicule. Le monde a vécu sans Superman, c'est pas parce que Superman il est mort, c'est les chances c'est le désespoir. Plus comme il le montrait, c'est voilà, c'est le racisme, c'est des mecs qui s'en prennent à une famille un peu genre de Pakistanais qui tiennent une boutique aux États-Unis, comme si c'est parce que Superman n'est plus là, ça existe, c'est vrai que ça n'existe pas normalement ce genre de truc, tu vois. Il montre aussi un SDF qui a perdu, un mec qui a perdu sa maison, ça n'existe pas quand Superman était là. Donc déjà, ça gâche beaucoup. Et là, je vais vous montrer un petit pot pourri des scènes extraits de la version de Joss Whedon. Je vais vous les montrer, comme ça en parallèle, on pourra voir, creuser les différences entre les deux. Salut Mugiroms, bienvenue à toi. Voilà comment obtenir une bonne chose en laissant le temps au temps. Bah oui, parce que là aussi, c'est vrai que la version de Joss Whedon, elle est sortie en 2017. Pendant très longtemps, il y a eu des gens qui ont milité pour dire ouais, on veut la Snyder Cut, on veut la Snyder Cut, on veut savoir ce qu'a fait Snyder parce que c'est pas possible qu'il ait pu faire cette bouse infâme. Et effectivement, quand le mec est arrivé, il a retourné une ou deux scènes, mais globalement, voilà, comme je dis que ça change pas radicalement le film, le scénario reste le même. C'est toujours Steppenwolf qui vient sur Terre, qui veut conquérir la planète. Alors là aussi, par contre, ils ont plus creusé toute la partie avec Darkseid. Parce que ça avait été complètement coupé dans la version de Joss Whedon. C'est à peine s'il y a un moment, il y a le méchant qui lance lâche un pour Darkseid. C'est tout. Et le reste du temps, c'est les Motherbox, les boîtes mères. On va faire l'unité des boîtes mères et on va conquérir la Terre. En gros, le gros méchant basique qui dit je veux conquérir la Terre, on sait pas pourquoi, mais je veux la conquérir. Là, il y a vraiment tout un truc qui est creusé. Même le personnage de Steppenwolf est vachement plus creusé. C'est pas juste un méchant basique, on voit qu'il a toute une histoire avec Darkseid, apparemment il a été banni, il veut rentrer dans les bonnes grâces de son seigneur, et c'est comme ça qu'il arrive sur Terre. C'est vachement plus creusé, et même tous les personnages, ils ont réussi à plus développer. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui disent oui, mais DC, ils ont foiré, parce qu'ils ont tout de suite fait le film avec tout le monde, ils auraient dû faire un film solo pour chacun, comme avait fait Marvel. Sauf que non, on a toujours réussi à faire des films chorales. Les mecs ils étaient introduits pendant le film, ça suffisait très bien. Il n'y a pas besoin de faire un film sur Flash, un film sur Batman, un film sur Superman, un sur Wonder Woman, un sur Cyborg et un sur Aquaman pour après tous les mettre ensemble. Là ça passe très bien. Wonder Woman, certes elle a eu son film à elle entre temps, mais bon au début avec le peu qui a été introduit dans Batman Superman, là elle a un truc un poil plus creusé. Batman tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin de le creuser. Limite les deux seuls qui nécessitaient vraiment d'être creusés, c'était Flash et Cyborg, et justement dans la version de Snyder c'est ce qui arrive, parce que même Flash il y a un peu plus de corps à ce personnage. Il y a une version raccourcie, une qualité d'ici comparée une version raccourcie, une qualité d'ici comparée à une version retravaillée.
Disons que voilà, c'est vraiment déjà le côté que ça fait que 2 heures, parce que voilà, on veut calibrer. Apparemment, déjà même à l'époque de Snyder, en gros, il disait oui, on veut du 2 heures, le truc de financier de base, calibrer. Ah, c'est gentil, Sangobi, on applaudit, on remercie Sangobi pour l'abonnement qui a été offert à Dark Angel. Sympa, merci à toi, Sangobi. Merci. Donc déjà voilà ce truc de dire oui il faut que les films ils durent moins longtemps parce que sinon c'est trop long, les gens ils se font chier et puis en plus ça permet de faire plus de séances donc plus de sous. Et donc voilà on va regarder quelques petits extraits. Alors déjà voilà première scène pour montrer déjà la différence, là où justement même si Superman restait un parangon de justice et tout un mec droit, il y avait toujours un peu comme je disais ce côté pied sur terre, le mec qui doute, il essaye de faire ce qui est juste, mais il n'est pas sûr que ce soit le cas. Watchmen les gardiens, un bon exemple d'un film où on n'a pas besoin d'un film pour chaque héros. Tout à fait, bon, en plus voilà, il y a le poster derrière. Là, j'ai écouté ce que disait Julien quand il est venu, il avait fait un raid dernièrement, il avait dit ouais quand même, décore un peu, mets un poster, montre que t'es un geek, et c'est vrai que j'avais ce magnifique poster de Watchmen que j'avais jamais pu afficher, donc voilà je l'ai fait. L'un des gros soucis pour moi c'est la volonté de Warner de tout couper, on dirait les showrunners de Game of Thrones. Surtout tout couper, c'est surtout ce côté on veut du 2 heures, on veut que ça dure 2 heures, donc on tranche. Et en gros, on garde que quand ça bastonne. Mais on va regarder quelques extraits de la version de Joss Whedon, comme ça permettra bien de comparer un peu les deux. Donc voilà la première, donc je disais par rapport à Superman, voilà, ça c'est la scène d'intro du film. Le film commence avec ça. A man I knew used to say that hope is like your car keys. Ah oui, non, c'était meilleure qualité d'image quand même. If you dig around, it's usually close by. Did you ever fight a hippo? No, that's not hippos are the most deadly. What's the best thing about planet Earth? Alors là, déjà, on voit bien qu'il y avait le problème avec la fameuse moustache de Cavill. Donc voilà, on fait commencer le film. Il y a des gamins qui arrivent avec leur téléphone et qui interviewent Superman comme ça à l'arraché alors qu'il vient de sauver des gens. Parce que voilà, tu vois, Superman, il est comme ça, il parle avec les gamins et tout, trop bien. Il dit des trucs de bon père américain. Donc là aussi, ça colle pas avec le personnage. Et même tout ce qu'il y a après, là, le truc quand il revient, voilà. Il fait des. Je sais pas, non, mais ça j'en parle un peu plus tard parce qu'il y a un autre extrait là aussi qui monte. Voilà, tout ça quand même, ça montre déjà ce côté, on essaye de faire du plus family friendly, tu vois. C'est les deux, le Man of Steel et surtout Batman Superman, c'était trop sombre, c'était trop dark, c'était pas bien pour emmener les gamins, tu vois. Donc là, on met un peu du truc pour atténuer la sauce, pour que ce soit moins dark. Et on en retrouve avec des tas de scènes comme ça où c'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà. Parlons de Flash. Right. Okay. Yeah. Here's the thing. See, I'm afraid of bugs and guns and obnoxiously tall people and murder, and I can't be here. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but full transparency, I've never done battle. I've just pushed some people and run away. Voilà, là aussi, c'est le truc de. Ça n'y est pas, ça, cette séquence. Ça, en fait, c'est la première fois qu'il se retrouve vraiment à affronter Steppenwolf et les paradémons. Il a enlevé des gens, donc ils sont tous en train de se préparer à dire ouais, on va leur tomber dessus à la première occasion. Et là, voilà, il y a Flash dans la version de Joss Whedon qui nous fait une flippette. C'est, oh mon dieu, mais non, mais je peux pas, mais moi, je sais pas me battre, c'est horrible. Et là, bon, j'avais pas dans cet extrait que je l'ai trouvé, mais après, du coup, Batman qui lui dit bah, mais tu sais quoi, Barry, sauve une personne. Sauve une personne et après, tu sauras quoi faire. Ça aussi, c'est un ridicule. Je veux bien que le mec, pas tout le monde ait un côté héroïque tout de suite à dire ouais, voilà, je vais m'opposer à un super vilain et je vais les sauver. Là, le truc, c'est qu'il y a des gens, même on le voit dans la version de Snyder, bah, il débarque, oui, c'est pas lui qui mène le combat parce que c'est pas un combattant, mais voilà, avec sa super vitesse, bah, il arrive à donner des petits coups, il aide des gens à s'enfuir. Mais là, c'est le ridiculiser pour ridiculiser. Je veux bien que Flash soit prêt dans le film, même ça se retrouve dans la Snyder Cut aussi. C'est un peu le comique de la bande. Mais il n'y a pas besoin de le rendre ridicule. Il peut être plus cool et moins intense que les autres qui jouent tous leur truc de je suis un personnage de Shakespeare mélodramatique, tu vois. Lui qui soit un peu plus rigolo, pourquoi pas. Mais voilà, ça c'est le genre de truc, c'est ridicule. Surtout que. Bon, il y a une autre scène pareil quand il arrive dans la base de Batman, il fait wow, on dirait une cave, comme une Batcave. Oh, lol, on rigole, mort de rire. Ce type est tellement rapide, Flash peut se rencontrer lui-même, tout à fait, c'est ça.
Et là aussi, Flash, il lui montre vraiment le minimum syndical dans la version de Joss Whedon. Là, ils en rajoutent un petit peu plus. Il y a toute une scène où on le voit rencontrer Iris West, qui va être sa future femme. Donc c'est une scène, oui, elle est longue, parce que en fait, ça aussi, c'est dans ce truc, à chaque fois qu'il le montre, quand il court Flash, bah, il y a tout qui se ralentit autour de lui, un peu bah, comme ils avaient fait pour Quicksilver dans les films X-Men. Mais des fois ça en devient un petit peu trop parce que ça, du coup ça rallonge la scène. Mais voilà, il y avait la première scène où on le voit dans le film, on le voit postuler pour un job pour être promeneur de chiens. Et il se retrouve, il voit un accident de voiture, et il intervient pour sauver Iris. Et ben ça, cette petite scène, c'est pas grand chose, mais ça renvoie tout de suite à la scène d'après où il va en prison voir son père et que son père lui dit ouais voilà, tu gâches ton talent à enchaîner les petits jobs. Et voilà, c'est l'exemple typique, voilà, c'est ce genre de petits jobs là. Alors que dans la version de Joss Whedon, voilà, la première fois qu'on le voit, il est en prison, il est à la prison, il va voir son père, et en plus, ben, les héros, ils savent qu'il est là pour le trouver parce que il y a quelqu'un de la prison qui envoie une info à Batman pour dire il y a Barry Allen qui est là. Là aussi, c'est bravo, c'est censé être le plus grand détective de la Terre. Hein. Batman, eh ben non, il peut pas le trouver tout seul, Barry Allen, il faut qu'il reçoive des infos. Donc là aussi, bah, Flash il gagne beaucoup dans la version de Zack Snyder parce que voilà, il est plus creusé, il est moins débile. Certes, c'est toujours le mec un peu rigolo, mais voilà, ils n'en ont pas fait un inadapté social et un gros abruti. Pareil, quand il rencontre Bruce Wayne pour la première fois, il fait tout un petit monologue que je vous ai pas mis parce que ça me faisait chier de le traduire. Voilà, il t'explique qu'il a du mal à comprendre les gens. Il comprend d'ailleurs, il part sur une divagation sur le brunch. Il fait, je comprends pas le principe du brunch. Ils font la queue pour récupérer à manger, je comprends pas. Voilà, c'est truc ridicule j'enlève mes lunettes parce que du coup j'ai un sale reflet qui vient de ma lampe là. Donc un autre petit extrait qu'on continue à rigoler un bon coup sur la nudité de la version de Joss Whedon. Sorry, guys. I didn't bring a sword. Jesus. He is tall. I mean, do you talk to fish? Something is definitely bleeding. Voilà, ça c'était un florilège, parce qu'en fait ça aussi dans la version de Whedon, Batman, ils en ont fait pareil, le rigolo de service. Ils balancent des blagues à tire-larigot, il y en a plein d'autres qui balancent, que je n'ai pas mis, il y en a une quand il discute avec Diana, et elle lui dit qu'elle a cassé un truc, enfin une boîte, il fait ben, c'est pas grave, de toute façon même moi je sais pas ce qu'il y a dedans. Après ils ont une discussion tous les deux où il lui dit ouais ben, quand tout sera fini, si tu veux tu pourras même te balader sur les toits habillé en chauve-souris, je te ferai pas un procès. Putain, c'est Bruce Wayne quoi, merde, c'est Batman. Batman, c'est pas YOLO la rigole quoi. Dans Batman v Superman, c'est le mec quand même, il marquait au fer rouge ses victimes parce qu'il était vénère. Il était vénère parce que le Joker avait tué Robin. C'est un mec qui est à fleur de peau et là il fait des blagues à la con. Et en plus, il se flippe pour un rien. C'est le mec qui monte l'équipe. Alors ok, lui il a pas de super pouvoir, donc qu'il soit pas celui qui se la ramène le plus, je veux bien. Mais à la fin, il y a toute une course-poursuite où en gros, il doit faire diversion pour les autres. Il est au volant de sa Batmobile, il est coursé par des paradémons. Dans la version du Snyder Cut, c'est épique. Oui, je vois là que... Il y a Dark Knight qui dit le brunch. Oui, le brunch, c'est ce truc qu'on prend en fait quand le week-end on se lève trop tard pour prendre un petit déjeuner. On prend un repas plus tôt, c'est le brunch. C'est un truc typiquement anglais. Et voilà, il fait un monologue sur le brunch. Bon, bref. Et donc voilà, Batman, il fait un truc super épique. En gros, c'est le moment où peut-être il va se sacrifier, quoi. Il attire les paradémons pour que les autres puissent aller prendre d'assaut la base de Steppenwolf et séparer les trois boîtes mères. Donc dans la version Snyder, c'est épique, c'est vraiment le héros. Et Joss Whedon, dedans, quand tu vois, il a l'air d'être flippé tout le long. Batman, il est comme ça. Oh putain, il y a des paradémons autour. Oh, il démembre ma Batmobile, je vais crever. C'est Batman, putain, c'est Batman. Le mec, il s'est lancé là-dedans, il savait qu'il pouvait se sacrifier, il se cague pas dessus parce qu'il y a des monstres qui l'entourent, quoi. Ça m'a vraiment tué. Voilà, le coup, aussi, il a voulu faire le petit clin d'œil quand Superman revient. Le seul qui reconnaît au moment où il se réveille, c'est Batman, qui le chope, et il dit est-ce que tu peux saigner ? En référence à ce que lui disait Batman dans Batman v Superman. Donc on pourrait dire le clin d'œil est sympa, mais quand tu réfléchis 2 secondes, je dis ouais, mais en fait c'est con parce que la réplique de Batman elle marche parce que Superman il est censé être invulnérable. Donc il lui dit est-ce que tu peux saigner ? Tu le feras. En gros, j'ai trouvé le moyen de te descendre.
Superman, Batman c'est un être humain, donc bien sûr qu'il saigne, et Superman il serre un peu la main, et il lui explose la tête. Mais voilà, il sort ça, et derrière, je pense pour ça, une fois que Superman est parti, Batman il est au sol, fait ah ouais, là je sens que je saigne là. Putain, mais c'est d'un ridicule, quoi, c'est d'un ridicule. Au moins, voilà, dans Justice League, on retrouve le Batman qu'on avait dans Batman v Superman, il y avait une continuité, on voit que le mec, on voit que c'est un mec qui a de la bouteille, qui a affronté beaucoup de trucs, et qui continue à faire un peu son chemin de rédemption. Voilà, il veut se racheter pour son attitude face à Clark, et il essaye de se comporter limite des fois au point de se sacrifier pour se racheter. Et voilà, ça c'est une vraie continuation. De toute façon, c'est l'ensemble, c'est le truc que je retiens moi de ce Snyder Cut, parce que certes, il n'est pas parfait, il y a des longueurs, c'est sûr qu'il ne méritait pas de faire 4 heures, il aurait pu faire 3h30, facile. Mais au moins, ça permet une cohérence. Quand on le revoit avec Man of Steel et Batman v Superman, il y a une vraie cohérence, un vrai crescendo, une vraie création d'univers. D'ailleurs, c'est vrai que c'est sympa maintenant de voir, maintenant que le film est sorti, le hashtag Restore the Snyderverse qui apparaît, où en gros des acteurs qui demandent de restaurer l'univers DC vu par Snyder, plutôt que ce truc maintenant comme font DC, où c'est un petit peu, il y a des films un peu chacun dans leur coin, et puis bon, on ne sait pas s'ils sont liés ou pas, ouais. Mais je pense que s'il marche vraiment bien, le Snyder Cut, on va peut-être y arriver, ne serait-ce que par le fait que le Batman de Pattinson, qui devait être un reboot de Batman, là il commence à dire ah mais c'est le Batman de Terre 2. Ça a été annoncé officiellement, il est de Terre 2. Donc c'est pas la même Terre que celle de la Justice League. Donc ça laisse la porte ouverte pour dire on peut continuer à faire des films avec le Batman de Affleck. Donc ça c'est pas mal. Je vois qu'il y a Mugi Roms qui a laissé un gros message. Joss Whedon n'avait tout simplement pas la vision de Snyder avait en commençant le film. Par exemple, quand on sait que Lois est censée être la clé, comme Whedon ne sait pas que la clé pourquoi, il a fait intervenir comme étant le plan de Bruce Wayne, beaucoup trop tôt dans la chronologie. Là, avec Snyder, elle vient d'elle-même et on voit que c'était censé être la clé pour plus tard. Ciao Sangobi, merci d'être passé. Bonne soirée et à très bientôt. Oui, mais non, mais après qu'il n'y avait pas la clé, si, et le scénario, il existait. Le scénario de Snyder, même si derrière, il ne savait pas forcément c'était quoi les plans pour le 2 et le 3, le scénario existait, donc il pouvait s'en inspirer. Non, mais c'est qu'il a voulu faire du Avengers. Je ne l'ai pas mis dans les scènes. Il y a tout un tas de passages où tu as Bruce Wayne et Diana qui se fritent un peu, qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord sur la façon de mener l'équipe, savoir s'il faut ressusciter Superman ou pas. Et en fait, quand tu regardes cette séquence, tu as l'impression d'avoir le face-à-face entre Iron Man et Captain America dans Avengers. Et en fait, c'est ça, c'est que Whedon, il a été appelé par Warner pour en gros Avengeriser la Justice League. Il dit ah ouais mais non, genre voilà, c'est la vision de Snyder, c'est trop dark, on n'aime pas, nous on veut plus du Marvel Light, tu vois, donc vas-y. Et c'est vrai qu'après on voit bien cette vision des financiers, puisque le film d'après, Suicide Squad, c'est pareil. Suicide Squad, ça commence à être des super vilains qui se retrouvent là à mener des missions de suicide pour diminuer leur peine de prison. Donc au début, ça commence comme ça, et à la fin, c'est allez les gars, vous êtes ma famille, trop bien, on s'aime tous, allez venez, on va sauver le monde, c'est trop bien. Non, la Suicide Squad, c'est pas ça. La Suicide Squad, c'est plus voilà ce qu'on va voir avec la version, en tout cas, quand on voit dans la bande-annonce du film de comment il s'appelle, putain. Le gars qui avait fait des Gardiens de la Galaxie. Ah purée, j'ai un trou juste là quoi. James Gunn, voilà. James Gunn, quand on voit la bande-annonce, déjà, on comprend que le mec il a tout de suite plus compris c'était quoi la Suicide Squad. C'est pas des mecs qui travaillent ensemble parce qu'ils se kiffent. Ils travaillent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. Et le but, ils ont une mission, ils sont là pour la remplir, et parce qu'ils veulent revenir vivants de la mission et avoir leur émission de peine. Et ils en ont rien à foutre. C'est pas le truc comme là dans le premier Suicide Squad où t'en as un qui sacrifie, dit ouais, tu toucheras pas à ma famille. Alors que le mec il a rien dit de tout le film, et c'est juste à la fin parce qu'il dit ouais, c'est ma famille, il se sacrifie pour eux. Oui, logique. Le film suivant, Birds of Prey, c'était clairement mieux, mais dans son style. Je l'ai pas vu Birds of Prey, donc je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu des bons avis dessus. Il faudra que je le voie à l'occasion, sûrement quand il aura baissé, quand on le trouvera à 10 €, je me le prendrai pour le voir. Mais voilà. Allez, on continue à rigoler un bon coup avec la version de Snyder. Alors c'était quoi voilà. Alors voilà, juste ce tout petit passage pour parler là aussi un des éléments ridicules de la version de Whedon, c'est que là, Steppenwolf, voilà, il crée sa base au niveau d'un site où il y avait eu un ancien accident nucléaire. Et dans la version de Joss Whedon, va savoir pourquoi, il y a des gens qui habitent à côté.
C'est un endroit, voilà, dans la version de Snyder, on le voit, c'est Steppenwolf, il va là-bas parce que justement le sol il est contaminé, il est irradié par les radiations, il n'y a pas de trace de vie, donc il dit voilà, il dit c'est un endroit vicié, c'est parfait pour ma base et pour mettre mes boîtes mères. Alors que non, dans la version de Joss Whedon, il y a des gens qui habitent là, et ce que j'aime bien c'est que Steppenwolf est là pour conquérir la Terre, hein. Et ben il débarque avec tous ses paradémons, et disons que les gens, ils sont barricadés chez eux et ça va. Les paradémons, ils rentrent pas, ils les kidnappent pas. Non, non, les mecs, ils sont barricadés et voilà, séquestrés par une famille de Russes. Voilà, le père, la mère, le fils, la fille, le truc classique. Ils sont barricadés chez eux. Voilà, et ils attendent. Et du coup, bah, quand les héros viennent attaquer, eh ben, ils décident de s'enfuir. Mais comme ils risquent de ne pas s'enfuir assez vite, bah, du coup, il y a Flash qui va l'aider. Parce que voilà, Flash de tout le film, il fait que ça. Hein, c'est sauve les gens. Tu sais pas te battre, donc sauve les gens. Donc voilà, il part sauver ces gens. Et donc il sauve la famille qui est dans leur voiture. Et donc une fois qu'il les a mis à l'abri, voilà, il voit la petite fille. Et comme il ne peut pas parler russe, il fait Dostoïevski, c'est drôle, lolilol. Mais là aussi, c'est ridicule, ça n'a aucune logique. Et normalement, c'est pas quand tu regardes tous les trucs d'ici avec les paradémons, ben, si c'était vraiment passé qu'il y avait vraiment eu des gens là, et ben, ils les auraient enlevés, ils les auraient transformés en paradémons. Ils les auraient pas gardés avec des mecs enfermés, avec les paradémons là, qui rampent sur les vitres comme un liqueur de Resident Evil 2 standard. Là, voilà, c'est d'un ridicule. Mais tout ça pourquoi? Voilà, on rajoute du truc héroïque. Voilà, c'est des gens. Et puis ça fait la petite bague parce que voilà, Flash lui il sauve juste les gens dans la famille, dans sa voiture. Et à côté, t'as Superman qui arrive, il a un immeuble sur la tête avec plein de gens. Il fait oh là, le frimeur. En bref, je dirais que Birds of Prey pourrait avoir un Thor Ragnarok, une sorte de comédie musicale bien bourrine. Bah, après, Thor Ragnarok, c'est pas celui que je préfère. C'est pas le pire, parce que pour moi, le pire des Thor, c'est le deuxième. Mais moi, j'aimais plus la version de Thor du tout début. Le tout premier Thor, moi, j'avais beaucoup aimé. Donc après, pareil, qu'il le tourne en bouffon, j'ai pas trop aimé. Alors après, Ragnarok est sympa, hein, il sait se regarder. C'était fort plaisant, mais pour moi, c'est pas mon Thor, on va dire. But I think we could take it. Good. I really like being alive. So do I. I take it back. I want to die. Man, my toes hurt. I don't even understand the physics of how my toes hurt. Children. I work with children. Voilà, là aussi, je sais pas, là aussi il y a un peu de logique quoi. Superman, il vient de crever. Il a crevé, il a été ressuscité par les autres, donc il a fait l'expérience de la mort, et il fait tout le temps des blagues sur la mort. Tout le temps, il fait des blagues. Oh, je suis content d'être en vie. Et après, comme il s'est fait défoncer quand il s'est séparé les Mother Box, et après, en fait, non, je veux crever. Ce n'est pas logique, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas logique. Dans la version de Snyder, voilà, il encaisse le coup. Il dit bon, faut que j'y retourne, ils ont besoin de moi, faut que je les aide, mais on sent que ça l'a marqué. Et d'ailleurs, on le voit dans le combat final contre Steppenwolf. Il est pas du tout sympa, hein. Il fait pas des blagues, il est limite monolithique, il frappe, on sent qu'il en a gros sur la patate, le Clark. Et là aussi, c'est logique avec le personnage. D'avoir voulu faire de l'humour, ça a complètement tout gâché. Et là aussi, comme je dis, dans la version de Joss Whedon, ce que j'adore, c'est que là, c'est la Justice League, mais en fait, la Justice League, ça sert à rien, puisqu'au final, dans la version de Whedon, ils se font défoncer tout du long, et dès que Superman arrive, il gagne en 2 coups de poing. Alors que dans la version de Snyder, ils ont tous leur rôle à jouer, et notamment à la fin, dans la défaite de Steppenwolf, et c'est pas que Superman, c'est Superman, Aquaman, Wonder Woman. Parce qu'à côté de ça, Flash et Cyborg, ils s'occupaient de séparer les boîtes mères pour éviter que ça provoque l'unité et que Darkseid débarque sur la planète. Et Batman, comme je disais, c'est un être humain, il ne pouvait pas faire grand chose. Le bien monsieur vous embête encore, voilà, qu'il dit c'est pas en arrivant, c'est justement, c'est quand il est parti sauver les civils, après avoir posé son immeuble, quand il revient, comme il voit que Aquaman et Wonder Woman sont encore en train de se galérer contre Steppenwolf, c'est là qu'il fait oh, le bien monsieur vous embête encore. Voilà, il lui met un péchon. C'est les mecs, voilà, c'est la déconne, on s'éclate, c'est formidable. La Terre qui va être détruite, mais voilà, hein, on fait ça en rigolant. Façon Tony Stark, voilà, Tony Stark qui balance de la blague, mais parce que voilà, Tony Stark il est comme ça, ce personnage il est comme ça, c'est comme Spider-Man qui parle de long quand il se bat, parce que ça cache le fait qu'il flippe. Ils sont comme ça, les personnages de DC, ils sont pas comme ça déjà de base, et de deux, dans l'univers créé par Snyder, ils ne sont pas comme ça. Donc n'essaye pas d'imposer des putains d'humour de merde qui ne correspondent pas avec l'univers que tu es en train de travailler, nom de Dieu. Donc voilà, en gros, pour conclure, la Snyder Cut, elle est
10 fois mieux que la version de cinéma. Si vous n'avez jamais vu la version de cinéma, regardez la Snyder Cut et faites abstraction de cette version ciné. Si vous n'aviez pas aimé la version ciné, jetez quand même la Snyder Cut parce qu'elle rajoute pas mal de trucs. Et après, comme je vous disais, le film effectivement améliore beaucoup les choses. Après, non, la Snyder Cut ne fait pas de Justice League le meilleur jeu de film de super-héros de tous les temps. Comme je disais, il y a quand même quelques longueurs, il y a des passages qui servent pas trop à grand chose. Mais après, voilà, on va dire c'est le premier volet. C'est comme maintenant le premier Avengers, parce qu'on le regarde maintenant. À l'époque où il est sorti, tout le monde était à 2000, parce que c'était la première fois que tous les héros Marvel étaient ensemble. Mais maintenant, rétrospectivement, quand on le regarde, il est bien, mais sans plus, Avengers. C'est pas un monument, parce que forcément, depuis, il y en a eu des meilleurs. Et c'est logique, c'est un univers qui se construit. Donc pareil, Justice League, c'était le premier volet de ce que Snyder voyait comme une trilogie. Donc là aussi, c'est vrai que maintenant, on va bien voir la suite de l'univers tel qu'il le pensait. Que ça pourrait être pas mal. Alors Snyder lui a dit qu'il pensait pas y revenir. Maintenant, je pense que si les studios lui donnent l'opportunité en lui disant on te laisse faire comme tu veux, je pense qu'il dira oui quand même. Hein. Il parle tout le temps comme Bubsy 3D. C'est qui Bubsy 3D? Je ne connais pas. C'est dommage que Warner ne veuille pas poursuivre son univers de Snyder. Justement, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs qui poussent, et notamment il y a Dwayne Johnson qui va faire Black Adam dans le film attitré, qui est apparemment un acteur qui pèse dans le game à Hollywood. Lui, il pousse à mort pour que son film fasse partie du Snyderverse. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont un peu montés en créneau, voilà, avec ce fameux hashtag Restore the Snyderverse. Donc après, je me dis, pourquoi pas? Surtout qu'en plus, maintenant qu'il y a HBO Max qui est sorti, ils ont besoin de contenu. Et si la Snyder Cut marche bien, ça peut peut-être les pousser à se dire tiens, pourquoi pas, parce que en fin de compte, quand on regarde les derniers films qu'ils ont fait, on voit qu'ils savent plus où aller, Warner, avec leur univers, parce que la Justice League de Whedon a tellement foutu la merde qu'ils savent pas quoi faire. Derrière, il y a eu quelques films, il y a certains films solo qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, donc c'est pour ça que c'était parti dans cette idée, on fait que des films solo, ils sont plus forcément liés entre eux. Mais en fin de compte, on se rend compte que le fait d'avoir un univers lié, ça permet de pousser même les licences les moins connues. Les Gardiens de la Galaxie, est-ce que les gens seraient allés le voir aussi volontiers si ça n'avait pas fait partie d'un ensemble, alors que le film est très bon. Mais c'est forcément, les gens, ils regardent ça comme une série télé. Si vous dites, voilà, je vais voir mon film Marvel tous les 6 mois, par exemple. Ça, moi, ça me faisait pareil avec les Saw. Dans la saga des 7 épisodes, ils sont pas tous bons, les Saw. Ça, à chaque fois, c'était tous les ans, voilà, je vais voir la suite de mon histoire, ça m'apprend des éléments supplémentaires sur les films d'avant, ça fait comme une grosse série télé que tu vas voir au cinéma. Et d'ailleurs, ça tombe bien, je fais bien la bascule, puisqu'on va parler justement des séries télé, avec justement le sujet d'après, c'est WandaVision, la première série Marvel sur Disney+. Alors attendez, un jeu dont le JDG parle, il se plaignait que Bubsy parlait trop dans sa version 3D. Écoute, vu que je ne connais pas la version normale ni la version 3D. Et oui, on va avoir le Dr. Fate dans Black Adam, tout à fait. Donc justement, les séries télé. Donc c'est vrai que Marvel, on voit bien le tournant qu'il y a eu suite à la fin d'Avengers Endgame, c'est qu'ils devaient relancer leur univers, parce qu'Endgame terminait vraiment tout ce qui avait été développé pendant des années, et maintenant il fallait repartir sur de nouvelles bases. Alors ça qui est rigolo, c'est que les nouvelles bases devaient repartir sur le film Black Widow, qui du coup a été repoussé encore et encore et encore à cause de la pandémie. Et du coup, on s'est retrouvé avec WandaVision, qui a été la première série, le premier titre Marvel à sortir dans cet univers post-Endgame. Et suivi par celui qui est actuellement diffusé, qui est Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc c'est très rigolo. Le Dr. Fate, c'est qui? Alors attends, je vais peut-être essayer de te trouver une image. C'est un personnage qui fait partie de la Justice Society. C'est un mec avec un casque doré. Alors c'est une sorte de magicien. Dr. Fate. Voilà, je te bascule in-game. Voilà, c'est lui le Dr. Fate. Qui apparemment serait joué par Pierce Brosnan d'ailleurs, dans le film. Donc en fait, voilà, c'est une sorte de grand spécialiste de la magie qui, du coup, se fait partie de la Justice Society. Justement, la Justice Society, ça va être les adversaires de Black Adam, de ce que j'ai compris. Dark Angel, c'est un guide de Psy 3D, si je ne me trompe pas, dans la taverne. Du coup, j'irai regarder ça après, du coup. Donc, pour en revenir à Marvel, donc c'est vrai que du coup, ils ont lancé leur phase 4. Phase 4 ? Ouais, c'est la phase 4, mais du coup, avec les séries sur Disney+. Et c'est vrai que ça apporte un vrai vent de fraîcheur à cet univers.
puisque du coup ça leur permet de mettre en avant des personnages qui avaient été complètement délaissés dans les films. Salut JM Bernard, bienvenue à toi. Donc du coup on va regarder la bande-annonce de Vendavision, et après je vous parlerai de la série. Mais qu'est-ce qu'une célibataire comme vous peut bien faire dans une maison aussi gigantesque? Mais je vous assure que je suis mariée à un humain, un homme parfait et grand. Wanda. Nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Salut les voisins. Salut, vieux. Wanda, mais qu'est-ce qui prend? Qui es-tu? Je suis sourde. Il y a un truc qui cloche ici. Wanda, vous me recevez? Qui est-ce qui vous fait ça, Wanda? Vous êtes ici pour nous aider. Nous sommes chez nous. Alors il faut qu'on se batte. Bien, je crois qu'on a réglé l'affaire. Alors c'est vrai que l'idée déjà de départ était assez osée, de dire de faire une sorte de sitcom dans l'univers Marvel. Ça permet à Marvel de traiter de l'ellipse et de ses conséquences sur le monde. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est ça qui est un point très intéressant. C'est plus creusé dans Falcon et Winter Soldier, mais on le voit dans WandaVision, c'est vrai qu'ils arrivent vraiment, ils ont été très forts. C'est vrai que Marvel c'était vraiment estampillé, voilà, comme je disais, film pour la famille. C'est pour ça que d'ailleurs que DC a voulu les copier avec Justice League. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, avec l'arrivée d'Infinity War et de ses conséquences qu'on a pu voir dans Endgame, ça a pris un tournant beaucoup plus sombre. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand j'avais vu Infinity War, quand j'ai vu comment le film finissait, je me suis dit, oh putain, Marvel nous ont fait une DC. Et c'était bien. Et j'ai trouvé que c'était un bon retournement de faire que les héros perdent. Et ça permettait du coup la rédemption à la fin de Endgame, qui était d'autant plus méritée, et on était d'autant plus content qu'ils gagnent. Mais du coup, ça a eu des sacrées conséquences sur le monde, et c'est vrai que les films, ils ne vont pas pouvoir le creuser, je pense. Ils ont essayé on le voit par exemple dans le deuxième Spider-Man, qui se passe après. Donc c'est vrai que normalement, ça pourrait être même être le premier de l'univers post-Endgame. C'est très centré sur Peter. Donc Peter, il doit vivre avec le fait que Stark est plus là, que c'est un peu lui son héritier. Mais vu qu'ils ont fait le coup de dire tous les gens que connaît Peter, ils ont tous disparu aussi dans le blip, il n'a pas été trop impacté, donc lui il sera habitué à sa vie. On le voit plus lutter avec l'héritage de Stark qu'autre chose. Alors que Vendavision, même si au début on le voit pas trop, c'est vrai qu'au début quand la série commence, il y a tout ce côté, les sitcoms et tout, les clins d'œil à Ma Sorcière Bien-Aimée, à des vieilles séries comme I Love Lucy. C'est vrai qu'on regarde ça et dit ouais, ils se sont payés un trip. Mais déjà, dans les premiers épisodes, on sent qu'il y a un truc, il y a un petit mystère. On dit tiens, il se passe quelque chose. Il y a un truc qui n'est pas normal dans cet univers. Et en fait, plus on avance, plus le mystère commence un petit peu à s'éclaircir. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le film, en fait, cette série, c'est vraiment osé, parce qu'on n'aurait pas pu imaginer ça chez Marvel, c'est vraiment tout un questionnement sur le deuil. Comment faire son deuil, et qu'est-ce que la perte peut causer sur la psyché de quelqu'un, surtout quand on a les pouvoirs qu'a Wanda. Et pour le coup, c'est vrai que Paul Bettany qui joue Vision et Elizabeth Olsen qui joue Wanda, ils étaient très en retrait dans les films Avengers, parce qu'après leur introduction dans l'ère d'Ultron, Avengers 2, on les voit un petit peu dans Civil War, on voit qu'ils sont un peu proches, mais bon, ça reste des personnages un peu en secondaire dans toute cette galerie de personnages, que ça y est, les Avengers commencent à être un petit peu nombreux. Et puis après on les retrouve justement dans Infinity War, on voit que ils sont chacun dans un camp différent, mais ils se voient en secret parce qu'ils sont amoureux. Et puis après les deux disparaissent à l'issue d'Infinity War. Et on retrouve Wanda dans le courant de Endgame sur la toute fin. Mais c'est vrai que du coup les personnages, ils n'ont pas eu leur film. Et c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'ils auraient pu porter un film ? Non, je pense pas qu'un film centré sur eux. La même chose en film, ça aurait été nul, je pense. En série, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a ce côté mystérieux. En plus, vu que Disney+, ils diffusent des épisodes un par semaine,
On a pu voir, bon, sauf les 2 premiers qui sont sortis ensemble, et ça c'est un très bon plan, parce que je pense qu'ils auraient fait un épisode par semaine, j'aurais lâché l'affaire en cours de route, j'aurais peut-être attendu la fin de la saison pour tout voir. Puisque là, en l'occurrence, j'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Le deuxième commence un peu plus à montrer qu'il y a du mystère, mais les 2 premiers sont un peu mous. Parce que sinon, ça joue beaucoup sur la sitcom, la comédie, donc ça peine un peu à se lancer. Et c'est vrai que j'ai vu ces 2-là, et je dis bon, je me laisse la semaine prochaine pour le 3e épisode, et si au 3e, j'accroche pas plus, et ben voilà, j'attendrai la fin de la saison, je mettrai les 6 d'un coup. Et en fait, dans le 3e, ça commence à bien bouger. Mais surtout, la fin du 3e épisode, on commence à découvrir ce qui se passe réellement. Et c'était vraiment très très bien joué. Et après, à partir de ça, ben, chaque épisode apporte son lot de surprises, d'intrigues, même si on garde ce côté sitcom. En plus, c'est rigolo qu'au fur et à mesure qu'ils avancent les épisodes, ça avance dans les années. Donc après, ça fait des références à des sitcoms qu'on connaît plus. Il y a des références à Malcolm, il y a des références à Modern Family, c'est ce genre de série qu'on peut voir maintenant. Donc c'est vrai que c'est très sympa ce côté référentiel. Et surtout qu'en plus, ça trouve une explication dans la série. Hein. Donc je ne vais pas vous spoiler le truc, mais arrivé vers la fin, on découvre que c'est pas innocent le truc de la sitcom. C'est pas juste pour dire bah tiens, on va faire une sitcom dans l'univers de Marvel. Il y a une vraie logique là-dedans et qui a aussi est lié, comme je disais, à toute cette réflexion sur ce questionnement sur le deuil. Et c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai trouvé que pour le coup, c'était un premier essai sur la série Marvel qui était vraiment réussi. Donc franchement, très très bien, WandaVision. C'est vraiment bien joué. En plus, c'est porté. Je vous dis, les 2 acteurs, pour le peu qu'on les avait vus, ils étaient bien, ils étaient juste dans leur rôle dans les films Marvel. Mais là, les avoir au premier rang, premier plan, on découvre vraiment qu'ils sont très très bons. Et surtout Paul Bettany, j'aurais jamais pu penser qu'il avait un potentiel comique comme ça. Il est vraiment très très bon. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont pu profiter de ce film pour ramener des personnages secondaires qu'on avait eu avant. Là, on voit pas trop parce qu'elle est cachée par mon encadré. Mais là, la fille dont on voit les lunettes qui dépassent au-dessus de l'écran, elle apparaissait dans les 2 premiers Thor. C'était l'assistante de Jane Foster, que suite à Thor 2, on n'avait plus jamais revu. Là, ils nous la réintroduisent. Celui qu'on voit complètement à droite, là, l'agent du FBI, ben, c'est Jimmy Woo, qu'on a pu voir dans le 2e Ant-Man. De mémoire, je crois que c'était l'agent de probation de Scott, pour vérifier qu'il respectait bien les clauses de grâce, qu'il avait été gracié. Vous savez, si vous vous souvenez, il avait participé à la révolte de Captain America dans Civil War. Et en fait, ben, il s'était rendu, il avait été gracié, donc il pouvait mener sa vie, mais il ne devait plus être joué à Ant-Man. Et c'était Jimmy Woo, son agent de probation. Ben, il le ramène lui aussi. Il y a aussi un personnage que là on retrouve adulte, qui avait été introduit dans Captain Marvel. Donc là aussi c'est pas mal, ça remet un peu des trucs en perspective. Ça, comme la plupart des autres titres Marvel, ça pave un peu le chemin à d'autres choses. Notamment, il y a un sous-entendu qui va mener au film du 2e Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je pense que ça pointe aussi vers une autre série d'ici, je suis mal. Une autre série du Marvel qui sera sur Disney+, qui c'est Secret Invasion. Je pense que ça fait un gros lien assis là-dessus. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup, suite à ça, à peine fini, tac, dans l'habitude Marvel, ils ont tout de suite passé sur la 2e série Marvel Studios sur Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, qui a commencé depuis le 19 mars. Alors aujourd'hui, il y a le 4e épisode sur 6 qui est sorti. Je n'ai jamais vu le 2e Ant-Man, mais pourtant il est très sympathique. Franchement, j'avais pas trop aimé le premier Ant-Man, j'avais pas trop accroché au personnage de Scott. Mais pour le coup, le 2e Ant-Man, je l'ai beaucoup aimé. Il est beaucoup plus sympa. Il y a le méchant aussi, il est pas mal, le fantôme. Franchement, je te conseille le 2e Ant-Man, J.M. Bernard. Vision de redressement d'Infinity Wars, mais excellent dans la série. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que, comme je disais, c'est qu'arrivé à partir de Civil War, c'est là qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de persos, et du coup, ça devenait compliqué de mettre en avant tout le monde. Surtout que après, les gens aussi, ils attendaient les plus gros. Ils attendaient Iron Man, ils attendaient Thor, ils attendaient Captain America. Donc après, les secondaires, voilà, les 2 là, qu'on voit là, le Falcon et le Winter Soldier, ça fait un moment qu'ils sont là maintenant. Hein. Ils étaient apparus dans le Captain America, le soldat d'hiver, justement. On les avait retrouvés dans Civil War. Mais ils n'avaient jamais été creusés. Falcon, il est introduit dans le soldat d'hiver. Il t'explique un peu sa backstory, mais après, derrière, c'était un Avengers du fond, de fond d'écran, qui apparaît, qui intervient par-ci par-là, mais qui a jamais été vraiment au premier plan. Pareil, Bucky, soldat de l'hiver, il est introduit dans le 2e film, on découvre qu'il est en vie.
il est plus ou moins libéré dans le deuxième. Dans le troisième, c'est un peu un MacGuffin, quoi. C'est un personnage qui sert un but, mais il n'est pas spécialement creusé non plus. On laisse sous-entendre qu'il a plus ou moins il a atteint une sorte de rédemption pendant qu'il est mis au vert au Wakanda. Mais pareil, il disparaît dans le blip à la fin de... Enfin, le snap plutôt. À la fin de... je vais y arriver d'Infinity War. Il est ressuscité comme les autres dans Endgame, mais c'est vrai qu'il n'a pas été creusé. Donc là, cette série, ça permet vraiment de creuser les deux. On va se regarder la bande-annonce. Je suis désolé Benjamin, tout ça est fort intéressant, mais j'y connais rien, mais je dois vous laisser. Il n'y a pas de problème, ma chère Mia. Merci à toi d'être venue. Salut. Ah bah oui, il y a Itrium. Coucou Itrium. Je viens de finir mon boulot. Cool. T'as un super beau cadre. Ouais, je me demande bien qui c'est qui a fait ce très beau cadre. Avec les petits logos qui rappellent le curseur de l'Empire. Donc bref, donc je disais, on va regarder la bande-annonce de Winter Soldier pour que vous fassiez un peu une idée de quoi ça parle. Enfin oui, Falcon et Winter Soldier, pour que vous voyez de quoi ça parle. Et puis on en discute. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop. So what's our plan? Great. Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. The world's upside down right now. Where do we start? Buck, I have a plan. Oh yeah? What is it? Is you ready? Here we go again, huh? We've been grinding hard on the job. Can't take that from us. Are you ready? Is you ready? Ready? You say you ready? Ready? Is you ready? Are you ready? Ready? Is you ready? Hello, girl, kick your ass. Gotta get that first shot up before that bullet hit me. See? That wasn't so hard. Are you ready? Is you ready? Ready? Okay. You say you ready? What are you doing? Whole squad ready? Are you having a staring contest? Are you ready? Ready? Is you ready? Just blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? Alors là, c'est un changement d'ambiance vraiment radical avec WandaVision, parce que là, limite, on va dire que ce projet-là, lui, il est beaucoup plus dans la veine de ce qu'on avait été habitué avec Marvel. On retrouve l'humour, on retrouve l'action, mais en même temps, c'est logique, parce que quand on voit l'intrigue, c'est vraiment une suite directe de ce qui avait été fait dans Civil War. On a presque l'impression de regarder le 4e film de Captain America. Ce qui est logique, parce que autant WandaVision, que vous disiez, c'est vraiment ça traite du deuil, comment gérer le deuil. Là, Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'est vraiment plus le questionnement sur l'héritage. Quel est l'héritage de Captain America? Parce que là, si, bon, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, hein, mais bon, à la fin du film, il y a Steve qui donne le bouclier à Sam, donc au Faucon. Il lui donne, et il lui dit, voilà, maintenant, c'est plus à moi qui porte le bouclier. Donc, en gros, il lui passe le relais. C'est que quand la série commence, en fait, Sam ne se sent pas de prendre la suite, parce que pour lui, il n'y a qu'un seul Captain America, c'est Steve. Donc, il ne prend pas le bouclier. Et en fait, comme les États-Unis, ils ont envie d'avoir leur symbole, et ils foutent quelqu'un dans le costume de Captain America. Et donc, du coup, comment il s'appelle déjà? Pourtant, j'ai regardé la série, hein, mais Walker. Son nom de famille, c'est Walker. John Walker, voilà. Ils le mettent, et donc c'est vrai qu'il y a toute cette histoire avec ce mec qui catapulté en tant que Captain America. C'est un soldat décoré, mais du coup, ce qu'il faisait en tant que soldat, est-ce qu'il peut le faire en tant que Captain America, parce qu'il représente autre chose. Il y a le fait que Sam, on lui avait confié le bouclier, il l'a rejeté, donc du coup il se questionne là-dessus. Il y a forcément Bucky lui en veut, parce que pour lui, Steve avait choisi comme successeur, donc en gros il a rejeté Steve. Donc il y a tout ce côté-là, et puis en plus, comme on disait tout à l'heure sur le chat, là aussi ça creuse vraiment pour le coup les répercussions du blip,
puisque les méchants, enfin ceux qui sont présentés comme les antagonistes, qui sont les Flag Smashers, c'est un groupe en fait qui veut que le monde reste tel qu'il était. Parce qu'en gros, on nous explique que pendant le gap de 5 ans, où il y a la moitié de l'univers qui a été évaporé par Thanos, du coup, comme il y a la moitié de la population qui avait disparu, il n'y avait plus de frontières. En gros, c'était un seul peuple uni dans le deuil d'avoir perdu, 3 milliards de personnes. Et donc, du coup, quand tout le monde est revenu, ça foutu la merde. Parce que d'un côté, il y avait ceux qui, ça leur convenait très bien le monde tel qu'il était, sans frontières, sans rien, alors que là, voilà, les gens sont revenus, maintenant il faut revenir comme c'était avant. Donc ça crée des frictions, et c'est vrai que du coup Sam se retrouve au milieu, et donc comme je disais, on retrouve vraiment toute cette vibe espionnage, puis personnage justement qui veut représenter la justice, mais qui se questionne, et qui découvre en fait des choses cachées. C'était un peu comme justement Captain America, le soldat de l'hiver, quand Steve découvre qu'en fait il y a l'Hydra qui noyote un petit peu le Shield. Du coup, il découvre tout ce qui s'est passé pendant qu'il n'était pas là, et comme le monde est parti à volo en fait, et tous les secrets qu'il y a, là pareil, il y a tout un tas de secrets autour du super soldat, la course à créer le prochain Captain America, et c'est vraiment vraiment sympa. Alors, je vous dis, on a 4 épisodes sur 6, et c'est vrai que du coup ça va beaucoup plus vite que WandaVision pour le coup. Franchement, j'adore. C'est vrai que voilà, j'avais adoré les 2 Captain America, donc là, moi, c'est du petit lait pour moi cette série. Je m'éclate. En plus, du coup, il ramène le personnage de Sharon Carter qu'on voit dans la bande-annonce, ainsi que le Baron Zemo, qui était l'antagoniste principal de Civil War, mais qui avait pas été très très creusé, puisqu'en fait, lui, il était vraiment dans les ombres, il manipulait les gens, parce qu'il lui son truc, c'est qu'il en veut aux super-héros, parce que il était de la Sokovia, et la Sokovia a été détruite pendant Avengers 2, l'ère d'Ultron. Donc l'idée, c'est que lui, les super-héros ne devraient pas exister, c'est ce qu'il dit dans la bande-annonce. Dans Civil War, en fait, il tirait les ficelles en coulisses. Donc certes, on sait que c'est l'antagoniste, on le voit un petit peu, mais ils mettent plus en avant la guerre entre Captain America et Iron Man, plus le soldat de l'hiver au milieu, que vraiment lui. Donc là, ça permet vraiment de mettre le personnage en avant. Et pareil, là aussi, ça permet de combler un des gros reproches qu'on faisait à Marvel, de dire que leurs méchants étaient foirés, qu'ils faisaient des bons films, et qu'à chaque fois, leurs méchants étaient très basiques, et hormis Thanos. Thanos, c'est le seul qui sortait du lot, mais si c'est celui qui était plus creusé. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, Zemo, là, il le creuse de beaucoup, et déjà, du coup, ça fait plus planer les doutes. Il passe moins comme pour un méchant. Donc ça, c'était vraiment très bien trouvé, et c'est vrai que pour l'instant, je vous dis, deux séries Marvel, deux succès pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va durer. Qu'est-ce que tu me dis, J'aime Bernard? J'avoue qu'actuellement, j'accroche plus dans l'univers de DC que Marvel, mais qu'il y a certains super-héros de Marvel que j'accroche, d'autres. Moi, c'est pareil. Moi, les comics, quand je m'y suis vraiment mis, je lisais surtout beaucoup de Marvel, mais c'était au moment en fait où Bendis avait repris les Avengers avec les New Avengers, et il y avait plus un côté, voilà, les héros ils étaient moins lisses, il y avait le doute, il y avait le côté espionnage avec l'invasion secrète des Skrulls, tout ça. Donc ça brouillait les pistes. Après ça, il y avait eu la prise de pouvoir de Norman Osborn et les Avengers qui devenaient hors la loi. Donc il y avait tout ça, et moi j'avais beaucoup plu. C'est vrai que je lisais beaucoup de Marvel. Et en fait, dès que cette ère-là était finie, qu'on est revenu vers du plus classique, j'ai eu plus de mal. Après, il y a Hickman qui a repris les Avengers pour mener jusqu'à Secret Wars. Et là aussi, il y avait un côté plus dramatique, plus nihiliste, plus fin du monde, que j'aimais bien. Mais pareil, une fois que Secret Wars a été fini, en gros, on revient au statu quo, et on revient aux super-héros de base. Et j'ai pas du tout accroché, donc c'est vrai que maintenant, je lis quasiment plus de Marvel. Je crois que les seuls Marvel que je lis, c'est la fin du run de Thor, de Jason Aaron, mais que je le lis plus parce que je le lisais à l'époque où c'était Jane Foster qui était Thor, et j'ai envie de savoir un peu comment se termine son run. Mais j'accroche beaucoup moins qu'à l'époque de Jane Foster. Et en dehors de ça, maintenant je lis les X-Men, qui ont été repris par Hickman. Donc ça aussi, je lis avec Dawn of X. Mais c'est vrai que tout le reste, Captain America, tout ça, j'ai arrêté parce que j'accroche plus du tout. Alors que par contre, DC, j'en lis encore. Même si maintenant, DC, pareil, je commence à avoir un peu une fatigue de DC en termes de comics. Parce que pareil, le problème, c'est que ces trucs-là, en fait, c'est comme ça appartient pas à un auteur, ça appartient à l'éditeur. L'éditeur, en fait, sortira du contenu quoi qu'il arrive, parce que voilà, c'est sa propriété, il veut que ça rapporte. Et en plus, il dit, si jamais il travaille pas dessus pendant un certain temps, c'est pas exploité, ça risque de tomber dans le domaine public. Donc ils le feront pas. Et en fait, c'est ça qui me saoule, c'est que, en gros, ça se finit jamais. Donc du coup, maintenant, je suis arrivé un peu à une logique de run. C'est-à-dire que s'il y a un auteur que j'aime bien, je vais lire son run sur la série, et puis une fois que le mec est parti, j'en vais. Tu vois, par exemple, basiquement, Superman, là, je l'ai lu parce que c'était Bendis qui faisait le run, je l'ai lu.
qui était sympa d'ailleurs son run. Là, il va se terminer au prochain tome qui sort en France. En France, c'est publié sous le nom Clark Kent Superman. Donc si vous voulez lire, ça se termine au tome 6 qui va sortir ce mois-ci. Après, d'ailleurs, Superman, je lis plus parce que voilà, j'ai lu son run, voilà, ça me va bien. Et ce qui se fait après sur le personnage, du peu que j'ai vu, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je pense que je vais faire une logique comme ça de run. Parce que c'est ces trucs sans fin, je peux plus. Moi, j'aime bien quand il y a une finalité, quand ça avance, qu'il y a une histoire. Là, vraiment, le truc où les mecs sont tout le temps là, moi, ça m'a saoulé. Donc, pour en revenir donc à Marvel, donc je disais voilà, après WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver sont vraiment très bons. Alors la prochaine série, on sait déjà ce que c'est. Ce sera donc Loki, qui sera diffusé à partir du 11 juin. Il y a une bande-annonce qui est sortie, donc ça va un peu nous faire une idée sur la série. On va la regarder ensemble. J'avoue que je ne sais pas encore trop quoi en penser, parce que bon, le personnage de Loki, j'aime bien l'acteur, je trouve qu'il le joue bien, le personnage de Loki, mais bon, pour moi, il était vraiment arrivé au bout de son histoire dans Infinity Wars. Donc ils ont trouvé un subterfuge pour le ramener dans Endgame, et donc du coup, ce subterfuge dans lequel ils vont s'appuyer dans la bande-annonce, enfin dans la série. Mais franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Donc je me réserve, je verrai quand la série sera sortie. I know what this place is. The Timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract, breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? Nah. No. You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Why? It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? L'introduction du multivers. Alors, oui, quoi que c'est vrai que oui, que ça ferait des ramifications de partout. C'est vrai que ça peut être considéré comme du multivers, effectivement. Donc c'est sympa, il commence à creuser un petit peu différents trucs. Alors, est-ce que c'est ça qui va introduire le prochain grand méchant? On verra. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup de séries, enfin de titres de Marvel qui explorent un peu le multivers. Il y a Loki, va y avoir donc Doctor Strange et le Multiverse of Madness, là aussi, c'est le multivers. Et le prochain, Ant-Man aussi, qui s'appelle Quantumverse, je crois, si je me souviens bien. Donc il va aller explorer le fameux univers quantique dont vous avez parlé dans le deuxième film. Donc c'est vrai que Marvel, on voit qu'ils sont un peu en train d'essayer cette touche-là. Alors j'aime beaucoup la bande-annonce, je sais pas si c'était fait exprès, le coup du variant Loki. Est-ce que vous pouvez faire confiance? Bon, nous, actuellement, c'est pas le variant Loki, c'est le variant anglais qui nous fait chier. Est-ce que c'est parce que Tom Hiddleston, il est anglais, peut-être? À voir. En tout cas, la série sera le 11 juin, donc c'est ça qu'on pourra voir si Marvel continue à faire un sans faute avec ses séries Disney+. En tout cas, voilà, pour l'instant, 2 essais, 2 réussites pour moi, donc je leur souhaite de continuer. Donc du coup, là on a parlé, c'était ce qui m'a poussé à faire cette live, c'est vraiment les séries en streaming, mais je me dis que tant que j'y étais, autant parler super-héros, continuer, parce qu'il y a eu de la nouveauté aussi en super-héros, mais pas que en streaming, puisqu'on a eu droit à la sortie de quelques petits trucs qui étaient très attendus, notamment le fameux
New Mutants, les nouveaux mutants, voilà, il est là, le Blu-ray, haha. Alors ça c'est un film qui a vraiment connu des déboires absolument incroyables. Ça devait être ça devait relancer la franchise à l'époque où c'était encore la Fox, en parallèle donc des films avec les héros qu'on connaît, et qui avaient commencé bien avec First Class, qui avait continué fort avec Days of Future Past, qui avait commencé à s'écrouler avec Apocalypse et qui a touché le fond tel un Titanic avec Dark Phoenix. Et ben, les nouveaux mutants, ça devait poursuivre, sauf que il y a eu des problèmes, on s'est posé des questions sur le positionnement, est-ce que c'est un film d'horreur, on ne sait pas. Puis il y a eu les tractations entre Disney et la Fox, Disney qui a racheté, excusez-moi, les 20th Century Fox, qui après du coup il ne savait pas trop quoi en foutre. Et je crois qu'en fait, entre le moment où le film a été tourné et la sortie, il a dû s'écouler genre 3 ou 4 ans. Ouais, le film, en gros, il a été tourné à l'époque de Justice League. Et il a enfin réussi à sortir, sauf mais il est sorti au moment du coronavirus. Donc en France, il a été diffusé cet été, enfin voilà, l'été dernier au cinéma. Il a dû rester quelques semaines. Je crois qu'il est sorti à peu près à la même époque que Tenet. J'avoue que moi j'étais allé voir Tenet, parce qu'autant, c'est vrai que j'attendais beaucoup les nouveaux mutants, mais j'avais pas envie d'aller le voir au cinéma. Et pareil, là, c'est vrai que vu ce qui se passait, ils ont hésité, fait cinéma, pas cinéma, direct ou vidéo, donc finalement il a eu le droit à sa sortie ciné. Mais le post a été laborieux, hein. Je l'ai vu hier en coup de vent chez elle. Qu'est-ce que tu as vu en coup de vent hier chez elle? Les nouveaux mutants ou Loki? Parce que c'est vrai que comme hier, Julien a fait un live sur les séries, il m'a précédé de quelques heures, le petit Sagouinou. Mais bon, du coup, voilà, je vais vous montrer la bande-annonce pour que vous fassiez un peu une idée. C'est vrai que ça, une approche qui n'a rien à voir avec ce qui avait été fait avant sur les X-Men. Mais moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Et bon, je vous dirai un peu plus. Moi, le film, j'ai bien aimé. I'm gonna ask you a series of questions. I want you to respond truthfully. Have you ever hurt someone? Yes. Have you ever experienced anything you'd consider abnormal? Yes. Last question. Do you know what mutants are? Did you know baby rattlesnakes are more dangerous than adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. All of you are dangerous. That's why you're here. What is this place? This isn't a hospital. It's a haunted house. You've been through a lot. Get some rest. Hop, oula oula. Ouais, ça spoil le truc d'après. Attendez, hop là, on en est là. Voilà. Une ramification de ce qu'on retrouve dans Logan avec des expérimentations sur les enfants. Tout à fait. C'est vrai que ça pouvait être lié à ça, puisque justement, quand le film commence, on a le personnage de Daniel Moonstar. En fait, elle est chez elle, dans sa réserve indienne. Et il y a son père qui la réveille en sursaut. Il dit oui, qu'il faut s'enfuir. Il y a une espèce de tornade qui est en train de détruire la réserve, mais elle entend des grognements dans la tornade. On ne sait pas trop ce que c'est. Et elle se retrouve, en fait, elle est étourdie dans sa fuite. Et quand elle se réveille, donc elle est dans cette espèce d'institution avec 4 autres jeunes. C'est ça, ouais, 2 garçons et 2 filles. Et du coup, on lui explique qu'en fait, voilà, ses pouvoirs mutants se sont réveillés. Et qu'en fait, du coup, là, c'est un institut qui aide les jeunes mutants à contrôler leurs pouvoirs avant peut-être de rejoindre. Elle parle d'un supérieur, en fait, de son chef, qui a eu une autre institution et qui pourront y aller là-bas s'ils se stabilisent, qui maîtrisent leurs pouvoirs. Donc les nouveaux mutants, moi j'ai jamais trop lu les comics liés au personnage.
Là, je les lis maintenant parce qu'il y a une nouvelle itération avec Dawn of X. Et j'avoue que j'accroche pas trop aux personnages tels qu'ils sont dans les comics. Alors, par contre, dans le film, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé, il y en a certains qui disent que le film a été coupé au couteau et tout. Alors, c'est sûr qu'il est court, il fait que 1h36. C'est sûr que ça nous change du Snyder Cut de 4 heures ou des films comme Wonder Woman qui font 2h30. Mais je trouvais qu'au final, à 1h30, de toute façon, l'histoire, c'est un huis clos. Hein. C'est les 5 jeunes qui sont enfermés dans l'institut avec la chef médecin là, qu'on a pu voir, et c'est tout. Donc après, tu peux pas non plus faire un truc de 1000 ans. Mais justement, je trouvais qu'avec le peu de temps qu'il y avait, ils ont permis. Là aussi, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, comme quoi on peut très bien faire un film choral et présenter tout le monde sans faire un film sur chacun. Sur les 5 personnages, chacun a sa petite histoire, même s'il y en a certains qui sont mis plus en avant que d'autres. Notamment, il y a certains qui prenaient que le personnage joué par Anya Taylor-Joy, qui est Magic, il y avait tout un pan de son histoire qui n'était pas développé, mais justement, ça laissait de la place pour une suite. Mais là, pour l'intrigue, elle est centrée autour de Daniel Moodstar et de ses pouvoirs. On donne suffisamment de fond à elle, au personnage aussi qui est joué par Maisie Williams, qui était encore dans son époque Game of Thrones, qui est Rand Sinclair. Et les 2 autres, il y a Sam Guthrie et Roberto d'Acosta, ils ont tous leur petit truc justement avec ces visions qu'ils ont, en fait, qui montrent leur traumatisme. Ça permet à chacun d'expliquer en fait le moment où leurs pouvoirs mutants se sont matérialisés et pourquoi ils sont dans cet institut en fait, pourquoi ils sont considérés comme dangereux. Et je trouve que c'est suffisant ça donne suffisamment de background pour expliquer pourquoi ils agissent tels qu'ils le font. Et envie d'en savoir plus. Moi, franchement, à la fin du film, j'avais envie de passer encore du temps avec ces personnages, d'en savoir plus sur eux, de savoir ce qu'il allait arriver par la suite. Donc, franchement, moi, j'aurais bien regardé un autre film des Nouveaux Mutants. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que là, le film est sorti, en plus, très longtemps après. Donc, et vu que maintenant, comme les mutants ont rejoint l'univers Marvel, ils vont bientôt être intégrés sûrement dans le MCU, je pense pas qu'ils intégreront les nouveaux mutants là-dedans, alors, à moins de reprendre les nouveaux acteurs et de reprendre les acteurs, mais en gros de repartir de zéro, on va dire. Mais c'est vraiment dommage parce que justement les personnages étaient vraiment bien, ils étaient bien joués. C'est vrai quand même, ils avaient réussi à prendre des gens. Bon, à l'époque, Anya Taylor-Joy, elle n'était pas aussi connue que maintenant, elle n'avait pas encore fait The Queen Gambit, le jeu de la dame. Mais bon, voilà, déjà, on voit qu'elle a eu du potentiel. Maisie Williams aussi, avec son personnage, est vraiment très sympathique. J'ai oublié le nom du mec qui fait ça, mais bon, c'est celui qui fait le grand frère de Will dans Stranger Things. Tous, vraiment, ils jouent bien. Donc, moi, j'ai passé un très très bon moment devant le film. J'ai pas eu ce sentiment de couper à la serpe, comme certains pensaient. Le film a l'air chelou. Alors justement, faut pas trop forcément se fier à la bande-annonce. C'est vrai qu'ils ont mis en avant ce côté, ah mon dieu, c'est de l'horreur et tout, mais c'est pas vraiment de l'horreur. En fait, le truc c'est que au fur et à mesure, ils se retrouvent à avoir des visions qui leur renvoient et leur plus grand traumatisme. Donc quand ces moments-là, c'est un peu flippant parce qu'on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça sort. Mais après, c'est pas non plus de l'horreur avec des jumpscares et tout. Le film, c'est pas le 6e sens. Mais donc ils ont voulu pousser ce truc-là en avant pour dire tiens regardez, on essaye autre chose, un peu comme actuellement dans la campagne de promotion on est en train de nous vendre que le 2e Doctor Strange sera le premier film d'horreur dans l'univers de Marvel. C'était un peu pour montrer regardez, avec les mutants on peut faire autre chose que les films qu'on voit habituellement avec les X-Men où il y a des grosses batailles de mutants. Là c'était autre chose et c'est vrai que pour le coup c'est réussi. C'est vrai que on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un film de super-héros standard. C'est un peu un mélange entre de la teen comédie, enfin comédie, pas vraiment comédie, mais bon, de l'histoire d'ado, et ce côté en fond avec des super pouvoirs, et puis le côté enfermé. Certes, ils auraient peut-être pu plus pousser le côté claustrophobique de on est enfermé dans un hôpital, mais franchement, je trouve que ça aurait pas apporté grand-chose, je pense, de pousser un peu plus cette vibe. Franchement, voilà, moi j'ai bien aimé, donc si à l'occasion vous pouvez le regarder, je vous le conseille. C'est vraiment, moi j'ai passé un bon moment. Voilà. Ensuite, du coup pareil, là je ne pouvais pas, là on arrive sur le bout, parce qu'après dans les nouveautés aussi, il y a eu ça qui est sorti, le 2e Wonder Woman, qui du coup a sauté la case cinéma, avec tout ce qui se passe. Donc le film il est sorti le 7, il est sorti mercredi, et vu que moi les films de DC je les regarde avec ma femme, donc là lui il fait, on parlait que New X-Men, enfin les nouveaux mutants il dure 1h36, lui il fait 2h31. Donc c'est un peu compliqué pour le caser dans le planning, surtout que cette semaine il y avait l'école à la maison.
avec les petits. Donc la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc je pense qu'on arrivera à trouver un moment pour le regarder, Wonder Woman. Mais voilà, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous le chroniquer. Mais bon voilà, pour parler de l'actualité super-héros, il y avait ça. Mais je ne pouvais pas finir cette chronique spéciale super-héros et comics, parce que là, c'est pas du super-héros. Mais voilà, The Walking Dead, parce que ça aussi, il y a eu la fin de la saison 10 qui a enfin été diffusée. Parce que là aussi, ça a connu un peu une diffusion particulière, c'est qu'en fait, cette saison 10 devait se terminer au 16e épisode. Sauf qu'à cause de la pandémie, ils avaient tourné les 15 premiers, mais le 16e, ils n'avaient pas finalisé le tournage, donc ils n'ont pas pu le sortir comme c'était prévu. Donc la saison s'était terminée plus ou moins au 15e épisode, en disant on diffusera le 16e plus tard, une fois qu'on aura pu le terminer. Sauf qu'entre-temps, ils ont réfléchi et ils ont décidé de terminer la série avec la saison 11, une saison 11 de 22 épisodes, donc rallongée, et on a décidé, pour se laisser un petit peu de temps, de faire 6 épisodes de plus pour la saison 10. Donc du coup, on a eu droit en octobre, si je me souviens bien, à la diffusion de l'épisode 16, qui est absolument à chier. Et après, du coup, il y a 6 semaines, donc attendez, que je regarde, il y a 6 semaines, ça faisait quoi, 5, 29, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, le 31, le 28 février, voilà, le 28 février, ils ont commencé donc la diffusion de ce qu'ils ont appelé la saison 10C de Walking Dead, qui est en fait 6 épisodes en plus, qui pour un peu pallier au fait qu'on ne pouvait pas avoir des grosses équipes à cause de la pandémie, ils ont décidé de faire des épisodes un peu stand-alone qui se situent après le final de la saison 10, mais qui est centré sur un très petit nombre de persos. Donc je vais vous montrer la bande-annonce de ces 6 épisodes pour que vous voyez un petit peu le ton général, et puis après on va un peu débriefer le truc. Little pig. Let me in. Et voilà, c'était la dernière vidéo. Alors, une nouvelle série vient de sortir sur le super-héros. Non, je sais pas trop ce qu'elle donne. C'est fort possible, mais moi j'avoue que... Ah oui, je crois que oui, non, en fait non. Non, je vois pas. Je sais qu'il y en a une, mais j'avoue que je me souviens pas du tout de comment ça s'appelle, donc je peux pas te dire ce que ça donne, je ne sais pas. J'attends surtout la saison 2 de The Witcher, la saison 4 de Cobra Kai. Moi, Cobra Kai, j'ai pas regardé, donc je l'attends pas. Par contre, la saison 2 de Witcher, effectivement, je l'attends. Le tournage vient de se terminer, de ce que j'ai lu, mais bon, on va avoir quelques temps de post-production, je pense, donc ce sera pas pour tout de suite. J'en ai vu aucun de The Walking Dead, c'est vite réglé. Ah bah voilà, oui, Jupiter Legacy, oui, mais ça je savais pas si c'était du super-héros ou pas, parce que je sais que c'est tiré d'un comics, Jupiter Legacy, mais j'ai pas lu le comics, donc je sais pas ce que ça vaut. C'est par Millard, ça je sais, mais je sais pas si c'est du super-héros Jupiter Legacy. Après Walking Dead, moi j'ai lu le comic, j'ai beaucoup aimé le comics. La série, elle a eu des hauts et des bas, j'avoue. Et ce qui est dommage, c'est qu'arrivé à la fin de la saison 9, j'avais trouvé qu'ils avaient réussi à bien redynamiser le truc, à revenir un peu dans ce côté tout peut arriver. Un peu comme ce qui avait fait le succès au début de la série, et ce qui a fait le succès des séries comme Game of Thrones, de se dire n'importe quel perso peut mourir n'importe quand. Ils avaient réussi à retrouver cette vibe, mais en fait, la saison 10, même s'ils ont réussi à sortir un peu de l'ancienne logique de dire voilà, là on est à la mi-saison, donc là, paf, il faut qu'on mette un cliffhanger de fou pour que les gens reviennent. C'était vraiment plus story-driven, comme on dit, suivi par l'histoire. Mais voilà, quand je disais que le dernier épisode de la saison 10 était nul, c'est quoi là? C'est l'épisode 16, ça devait être la bataille finale contre les grands méchants de la saison qui étaient les chuchoteurs. Vu comment c'était mis en place dans l'épisode 15, on pouvait s'attendre à un gros fight de folie, qu'il y allait avoir des morts et tout. Et dans le comics, il y a des personnages importants qui mordent la poussière à ce moment-là. Et dans la série, non. Il y a tout le monde qui s'en tire. Il y a un personnage parmi les gentils qui meurt, et c'est un personnage, il n'est même pas secondaire, il est quaternaire. C'est un personnage qui sert à rien. Donc ça m'a vraiment gonflé. Et donc après, ces 6 épisodes, et bon, c'est peut-être plus mono-centré, pourquoi pas. Et je dirais que j'avoue, quand je les ai regardés, ça m'a fait trop drôle, parce que le fait qu'on ait eu la grosse pause après l'épisode 15, l'épisode 16, il est sorti, mais il était tellement nul que je les ai un peu zappés. Et c'est vrai que quand c'est arrivé du coup le 28 février, nous en France c'était le 1er mars, c'est vrai que de octobre à mars, sachant qu'il n'y a eu qu'un seul épisode, quand je les ai vus, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas vu ces persos, quoi. Donc ça m'a fait tout drôle, donc au début j'étais un peu content. Après en réfléchissant rétroactivement, sur les 6 épisodes, sur les 6, il y en a un qui est bon, c'est le dernier, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a 2 qui sont passables, et il y en a 3 qui sont nuls. Voilà, moi je vais être gentil, il y en a 3 de passables et 2 qui sont vraiment nuls. Parce qu'en fait ça dépend de sur qui c'est centré. En fait, le premier épisode, il est centré sur Maggie, parce que Maggie elle avait disparu...
au milieu de la saison 9, parce que l'actrice voulait partir. Donc on l'a plus vu de la deuxième partie de la saison 9 et de toute la saison 10. Elle revient dans le dernier épisode de la saison 10, mais on ne sait pas pourquoi elle revient. Donc là, ils expliquent un peu pourquoi elle est revenue. Donc ça explique un petit peu ce qu'elle a fait pendant qu'elle n'était pas là. Donc oui, pourquoi pas, mais en même temps, le personnage de Maggie, on va dire, ce qu'elle a fait pendant qu'elle n'était pas là, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. En plus, quand elle revient, en fait, on voit dans son attitude, elle est exactement au même niveau que là où on l'avait laissé une saison et demie avant. Donc tu dis, bah super, elle est partie, mais le personnage n'a absolument pas changé. Bon, en même temps, c'est sûr, elle revient après X années d'absence et elle découvre que Negan, qu'elle avait laissé en prison et qui avait tué l'homme qu'elle aime, et le père de son fils, et ben il est libre, il se balade libre et ça va vraiment l'air de choquer personne. Donc on peut comprendre qu'elle soit vénère, mais bon, au final, ça se limite à je suis vénère. Et c'est tout. Donc dire, ouais, il y avait besoin de faire un épisode pour comprendre qu'elle était vénère, mais on s'en doutait déjà qu'elle serait vénère de voir Negan comme ça. Il n'y avait pas besoin de faire un épisode entier. Alors cet épisode, là, le seul intérêt, la seule chose qu'il apporte à l'univers, c'est que ça permet de présenter un petit peu les mecs qui sont avec elle. Parce que pareil, quand on la voit débarquer dans l'épisode 16, elle a un mec avec elle, notamment un mec badass qui porte un masque, qui se bat avec des espèces de mini-sabres là. Donc on introduit un peu, ouais, mais du coup avec ça en fait il introduit une sorte d'un groupe de mauvais, comme on en voit beaucoup j'ai déjà vu 1000 fois dans Walking Dead, voilà, des mecs qui ont débarqué, qui ont détruit l'endroit où ils étaient, des sortes de militaires qui se camouflent dans les herbes pour sniper les gens. Mais on a déjà vu 40 000 des trucs comme ça, en plus de la saison 11, c'est la dernière saison, c'est là qu'on va dérouler le dernier story arc du comics qui est le Commonwealth. Il y a déjà de la matière. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller rajouter une énième menace à la con comme ça? Non, mais ils l'ont fait, voilà. Sûrement pour remplir, c'est peut-être que 22 épisodes que le Commonwealth c'était pas possible. Donc voilà, premier épisode qui sert à rien. Deuxième épisode, il est centré sur Daryl et sur Carol. Donc c'est des personnages que moi j'aimais bien. Mais sauf que en fait, le deuxième et après le cinquième sont tous les deux centrés sur eux. Sûrement pour préparer le futur spin-off qui a déjà été annoncé, où les deux tiendront la thèse, tiendront le lead, et qui se passera après. Mais au final, d'avoir vu cet épisode-là, plutôt que de me donner envie de voir cette série, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas envie de voir cette série. Parce qu'en fait, le premier épisode, où ils sont ensemble, en fait, ni plus ni moins, c'est une sorte de gros flashback, où en fait, on nous explique ce qu'a fait Daryl pendant la période de 5 ans où il cherche Rick, après sa disparition dans la saison 9. Il y avait eu un bond dans le temps, on nous expliquait pendant tout ce temps, il cherchait Rick dans la forêt. Donc ça suffisait. Maintenant, là, en fait, ils font un flashback où en fait, on le voit, le chien dans la forêt. On découvre quand il fait ça, il a rencontré une femme avec un chien. Mais en fait, ça nous explique d'où vient le chien et lequel il est depuis ce bond dans le temps. Et tu dis, c'est intéressant, c'est bien fait, la femme qu'il rencontre, elle est bien jouée. Oui, mais bon, au final, tu dis ça, je fais ok, on aurait très bien pu s'en passer, parce que ça apporte rien au public. L'épisode 3, il est centré sur Gabriel et sur Aaron, qui sont des personnages secondaires qui sont là depuis un moment, qui sont pas très intéressants. Et en plus, cet épisode, en fait, rajoute, même si pareil, je vous disais, c'est sympa, parce qu'il y a une bonne dynamique entre les deux. En plus, il rencontre un antagoniste qui est joué par Robert Patrick, l'inoubliable T-1000, qui est très bon. Mais au final, à part montrer que Gabriel est complètement désabusé, voilà, la fameuse ligne de non, mais en fait, maintenant, les méchants, c'est plus l'exception à la règle, c'est devenu la règle. Ça va complètement avec. Mais d'ailleurs aussi, ce qui est bizarre, c'est que ça va complètement à l'opposé de l'image qu'on a du personnage dans l'épisode 16. Parce qu'en épisode 16, quand ils sont en train de se préparer à la bataille contre les chuchoteurs, justement, il y a des gamins qui flippent et ils leur redonnent le courage en disant, ouais, voilà, on a toutes des communautés ensemble, c'est tous ensemble qu'on est plus fort et tout. Et genre cet épisode-là qui doit peut-être se passer 2 semaines plus tard, là il te dit non mais en fait les gens extérieurs c'est bon quoi, en fait c'est tous des connards. Et fait, ok ouais, sauf qu'il n'y a pas longtemps tu disais que sans les autres communautés tu n'aurais pas pu survivre, donc il y a peut-être d'autres communautés qui peuvent apporter quelque chose aussi, hein. C'est pas forcément tous des enfoirés. Hein. Mais donc voilà, bon, Aaron du coup il était un petit peu au début de l'épisode il est désabusé et en fait arrivé à la fin de l'épisode il redevient le Aaron qu'on a eu l'habitude de connaître, le mec justement au contraire veut chercher le bon chez les gens et c'est celui qu'on a découvert la première fois qu'il apparaît dans la série quoi, ce côté je veux chercher des gens extérieurs pour les intégrer à notre communauté parce que ça permet de devenir plus fort. Donc oui on va dire que ça l'a ramené aux sources, mais bon là aussi est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose, je pense pas. Le 4e épisode, il est centré sur le personnage de Princesse, qui avait la fille qu'on voit dans la bande-annonce, parce qu'on voit aussi sur l'image là, qui a l'espèce de manteau un peu rose. Alors ça, celui-là, il était intéressant dans le sens que Princesse est arrivée très tardivement dans la saison 10. Elle a apparu, je crois, dans 2 épisodes. On voit qu'elle est un petit peu faux folle, parce qu'elle a été toute seule pendant de nombreuses années sans avoir personne qui parlait, donc ça pèse un peu sur sa santé mentale, tu vois. Mais à côté de ça, voilà, un épisode centré sur elle, ça permet de la creuser. Mais au final, c'est vrai que ça montre
ce côté vraiment, on a fait des épisodes bouche-trou, ça n'avait rien à faire, puisque là aussi on l'avait laissé elle avec le groupe de héros aux prises avec ces mecs en tenue de soldat toute blanche. Et en fait, tout l'épisode, c'est la journée d'après. En fait, ils se sont fait prisonniers par ces mecs, ils sont enfermés dans des wagons et ils essayent de leur soutirer des informations. Et à la fin, quand ça se termine, en gros, ils ont obtenu les informations qu'ils voulaient, donc vont leur mettre des sacs sur la tête et ils vont les amener. Donc ils vont les emmener sûrement à l'endroit où on les retrouvera dans la saison 11, mais donc du coup, allez, ça a creusé le personnage de princesse, donc ouais, c'est bien. Peut-être que du coup, dans la saison 11, on sera un peu plus attaché au perso parce que on l'a connu un peu plus, donc c'est un des épisodes qui apporte quelque chose. Le 5e, donc le 2e centré sur Daryl et Carol, c'est une merde sans nom. Dire franchement, ça montre que je sais pas, faire peser une série sur leurs épaules, ça va être une catastrophe. Parce que voilà, vu ce qui s'est passé dans la saison 10, les deux ils sont un petit peu en froid, donc ils se trouvent un peu à partir chacun de leur côté. Daryl il va dans la forêt, on sait même pas ce qu'il va faire dans la forêt, peut-être il va chercher des ressources ou je sais pas, mais du coup il se retrouve à devoir réparer sa moto. Donc ça aussi, ce qui me fait marrer, c'est que dans cette série, ça va bientôt faire 10 ans qu'il y a l'apocalypse zombie, mais lui il arrive toujours à avoir de l'essence pour faire marcher sa moto. Tous les autres ils sont à cheval, mais lui il a sa moto. C'est le truc qui est tout à fait logique. Et il arrive encore à trouver de l'essence d'ailleurs après tout ce temps. C'est d'une logique implacable. Et à côté de ça, Carole, elle retourne dans la communauté, et puis en fait elle se rend compte que elle sait pas comment se rendre utile, donc en fait elle se donne comme mission de faire une soupe. Et voilà, dans tout l'épisode, elle veut faire une soupe. Donc elle essaie de trouver des matériaux pour faire la soupe, sachant qu'il en reste plus grand chose. On la voit qui court après un rat. C'est nul. C'était cet épisode, je l'ai regardé pendant 40 minutes, j'étais comme ça. Je me demandais vraiment ce que je foutais là. Et vraiment, je l'ai regardé parce que voilà, je les regarde tous, mais c'était vraiment douloureux. C'était 40 minutes très douloureuses. Mais heureusement, voilà, le 6e épisode, le dernier, forcément ils ont gardé le meilleur pour la fin, ils sont pas cons. C'est celui qui est centré sur Negan et qui en fait raconte le personnage. Donc on va dire, là aussi ça n'apporte rien dans le sens où ça n'avance pas le personnage, ça raconte son passé. On nous explique comment. Mais en l'occurrence, c'est un personnage qui est là depuis très longtemps. Que justement, il y a beaucoup de monde qui voulait en savoir plus sur son passé parce qu'on a quand même deux visions différentes du personnage. On a été introduit à lui, cette espèce de gourou, le mec qui dirigeait les sauveurs d'une poigne de fer, un mec qui parle tout le temps, et qui est vraiment un gros enfoiré. Mais à côté de ça, il y avait quand même ce côté où à chaque fois qu'il était avec des jeunes, notamment avec Carl au début, puis après avec Judith, on voit un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus sympathique. Donc c'est vrai que tiens, c'est comment réussir à concilier les deux. Donc c'est vrai que du coup d'avoir cet épisode flashback, ça permet vraiment de montrer comment il était à l'origine et de voir comment il est devenu Negan. Ce mec qui se balade avec une batte de baseball qu'il appelle Lucille. Donc là aussi on apprend d'où vient le truc de Lucille. Et ça, cet épisode aussi, pourquoi il passe bien, parce que voilà, Jeffrey Dean Morgan, il n'y a pas à tortiller, c'est un très très grand acteur, il est vraiment génial, il s'est vraiment approprié le personnage de Negan. Et c'est vrai que c'est mon personnage préféré. C'est peut-être pour ça que je l'ai aimé l'épisode. Peut-être que des gens qui ne supportent pas le personnage de Negan, ils vont pas aimer l'épisode. Et encore, parce que vraiment dans celui-là, on découvre un personnage complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est ça qui est très fort, c'est que ça arrive vraiment à montrer, c'est un peu toute la problématique de Walking Dead, c'est vraiment de montrer, comme l'expliquait l'auteur, en fait les zombies c'est un prétexte. Le vrai sous-texte de la série, du comics et donc normalement de la série par la suite, c'est vraiment de réfléchir à l'humain et comment des êtres humains normaux peuvent être transformés par une situation aussi exceptionnelle qu'une apocalypse zombie. Et c'est vrai que quand on voit l'épisode centré sur Negan, c'est vraiment ça. En plus, ils ont fait un montage un peu particulier, en fait ça remonte dans le temps mais petit à petit, et en fait on le découvre avant l'apocalypse zombie, ça ressemblait un peu à une sorte d'homme-enfant. Il m'a fait penser un peu à des mecs comme moi, nous qui jouent à la console, à Vachi dans un fauteuil et tout. C'était un peu un homme-enfant, puis après on voit du coup quand l'apocalypse zombie commence qu'il est aux petits soins avec sa femme, il est super senti et tout, il est prévenant, même quand on voit qu'il rencontre des gens, il essaie de faire profil bas, et c'est vrai qu'on voit en fait comment les événements l'ont amené à devenir le mec qu'il est devenu, et c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment très bien joué, donc voilà. Cet épisode-là était vraiment très bon, donc heureusement on va dire que sur les 6 il y en a au moins un à sauver. Mais donc voilà, cette opération de dire on fait des épisodes en plus, limite pour donner leur dose de Walking Dead aux fans en attendant. Oh putain, attendez, je vais mettre en silencieux le Discord là, parce qu'attends de ça me rend fou. Voilà, je vais mettre silencieux pendant 1 heure. Voilà.
Mais oui, je suis encore là. Ben, ça y est, mais j'ai quasiment fini. Là, c'était le dernier sujet du jour. Walking Dead. Donc franchement, cette série j'aimais beaucoup, mais voilà, il est temps que ça se termine. Donc c'est bien que la saison 11 soit la dernière parce que franchement, ça devenait imbitable. Et puis en plus, le problème, c'est que voilà, on arrive au moment où on sent vraiment. Ça se sentait avant, mais là, c'est vraiment, on croit qu'il est les intouchables. J'espère vraiment que la saison 11, ils vont nous faire quelques surprises. Parce que c'est ça, quand même, qui a été la force du comics. C'est que dans le comics, personne n'était intouchable. Même des mecs qui étaient là depuis très très longtemps, ils sont morts. Voilà, comme je vous disais, voilà, la guerre des chuchoteurs, quand c'est terminé, il y avait un des personnages historiques qui est mort, il y a un personnage secondaire récurrent qui se fait tuer, il y a eu plusieurs morts, il y a régulièrement des morts, donc ça, du coup, ça permet toujours de garder ce côté de tension, de dire tout peut arriver. La série, non. La série, elle est vraiment trop tombée. Voilà, elle a ses petites habitudes, elle a ses personnages, voilà. Limite, on sait qu'il n'y a que les seconds couteaux qui peut arriver, parce que voilà, c'est un second couteau, donc on s'en branle. Mais voilà, les historiques, on a l'impression qu'en fait, les historiques, ils s'en vont que si les acteurs décident de partir, quoi. Si les acteurs décident de rester, ils seront là ad vitam, mais c'est ça qui est vraiment lourd. Parce que c'est pas ça qui fait l'intérêt de la série, quoi. Donc du coup, voilà, la date de la saison 11 elle a été annoncée, elle va commencer la diffusion à partir du 22 août 2021, elle va être coupée en deux, donc là on va avoir je crois que c'est coupé en deux, ouais. Deux paquets, donc voilà, sûrement un premier paquet à partir du 22 août et l'autre partie en 2022, et voilà, ce sera fini. Je me disais aussi, ça venait d'où ces bruits? De quel bruit tu parles? Après Cobra Kai, je pense que je peux bien en parler, mais ça va prendre du temps déjà. Avant, il faut avoir vu les premiers Karate Kid. Et voilà, moi j'ai jamais regardé Karate Kid, c'est pour ça que ça m'intéresse pas Cobra Kai, parce que vu que j'ai jamais regardé Karate Kid, pas trop d'intérêt à regarder la série en fait. Donc du coup, ben voilà. C'était ce que j'avais à vous proposer. Bon, en tout cas, je suis content parce que finalement cette émission-là, elle a fait à peu près le même nombre de viewers que ce que je fais habituellement sous les jeux. Donc voilà, en fait quand ça marchait pas, c'est juste parce que j'avais pas de communauté en fait. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas si je referai qu'est-ce qu'on regarde ce soir, je pense que ça dépendra de l'actualité très certainement. C'est vrai que en plus avec le moment où je me suis arrêté, ça tombait bien parce que avec la pandémie tout ça, il n'y avait plus trop d'actualité, donc c'était compliqué de parler. Alors après, je pouvais parler de vieilles séries, mais là aussi, je pense que ça n'intéresse pas forcément les gens de parler de vieux mangas qui sont très bien mais qui sont introuvables maintenant. D'ailleurs, soit dit en passant, dans une dernière émission que j'avais faite, j'avais parlé d'un manga qui s'appelait Sailor to Blackjack, que je disais qui était très très bien, qui était sur le comment ça s'appelle, l'hôpital justement, c'est vrai que c'est d'actualité, l'hôpital au Japon, et c'est vrai que je disais que c'était un très bon manga mais qui était plus disponible. Et ben il y a un éditeur qui recommence à le publier en France sous le nom Give My Regards to Blackjack. Je sais plus comment il s'appelle l'éditeur, c'est Naban je crois. Il y a le premier tome qui est sorti en février, il y a le tome 2 qui va sortir, je vais vous montrer le visuel. Voilà, est-ce qu'on voit le nom de l'éditeur? C'est Naban, c'est ça, voilà. Donc voilà, là il y a le tome 2, il est là. Non, si j'avance de trop, ça pixelise à mort. Alors ça, c'était une série qui, quand c'était sorti au Japon, ça avait un peu révolutionné, ça avait fait un peu, pas scandale, mais ça avait fait sensation, parce que voilà, ça montrait des réalités de l'hôpital, des services hospitaliers au Japon, et du coup, ben, ça a un peu amené à des discussions, donc franchement, moi, ça a été une très très bonne lecture, il y avait vraiment des cas cliniques qui étaient vraiment très, très prenants. Donc je vous le conseille. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une suite qui est sortie au Japon qui s'appelait Shin Hello to Blackjack, mais qui n'est jamais sortie chez nous parce que l'éditeur d'origine c'était Glénat. La série n'avait pas marché, donc ils n'avaient pas sorti la suite. Et là, Naban, ils ont dit bah, nous, on sortira éventuellement la suite si cette édition marche bien. Donc, moi, je sais que j'ai déjà prévu de faire quelques petits cadeaux pour Noël, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous voulez tenter le premier tome, moi franchement c'est une très très bonne lecture. En plus du coup d'avoir relu le tome 1, ça m'a rappelé des trucs que je me souvenais pas forcément et ça a été vraiment un très grand plaisir de relecture. Des bruits de Discord, ah oui, des bruits de Discord. Oui, c'est vrai que quand on sait pas trop, on entend le tulut, tulut, tulut. Le problème c'est que je pourrais rien regarder vu que j'ai pas d'abo sur la plateforme de stream. Bon, je sais que ça existe au moins. Mais voilà. C'est toujours bon de savoir parce qu'il y a toujours un moment où on en parler, peut-être un pote qui peut nous le prêter, ou peut-être que du coup, si on veut faire un peu du piratage, même si c'est pas bien le piratage, on peut dire bah tiens, on va regarder ça.
Donc voilà, c'est bien de savoir qu'il y a des trucs qui sont cool, parce que comme ça, après, quand on a le temps ou quand on a l'occasion, ça permet de jeter un œil. En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce nouveau Qu'est-ce qu'on regarde ce soir assez exceptionnel. On se retrouve la semaine prochaine pour le retour des émissions de stream sur les jeux. Je ne sais pas encore quel va être mon planning. Très certainement, il y a de fortes chances que ce soit lundi, mardi, mercredi, vendredi. Parce que jeudi, normalement, je suis au bureau. La seule certitude que je peux vous dire sur le planning, c'est qu'il y aura du Tell Me Why, parce qu'on va le terminer ce jeu. Il reste une session de jeu sûre, je vais le terminer. Donc il y a très forte chance que je le fasse lundi. Mais en fait, de toute façon, je vous mettrai le planning sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, comme d'habitude. D'ici là, pour le week-end, vous avez le nouvel épisode de Dies Irae qui est sorti sur Wattpad. N'hésitez pas à les regarder, à les lire, c'est une très bonne série. Je vous la conseille. Pas bien de pirater, je suis pas Jack Sparrow, mais t'as bien raison, le piratage c'est mal. Achetez de l'officiel. Soutenez les créateurs pour qu'ils puissent vous proposer encore plus de contenu. Et Dieu sait que heureusement, maintenant, on a plein de bons contenus et ça, c'est bien cool. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Très bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'Antre d'Emdal. Alors attendez, avant de partir, je vais peut-être voir si je peux aller faire un raid chez les petits copains. Alors, attendez, on va les regarder sur Twitch. On se connecte, Twitch TV, voilà. Je me connecte, tac. Et je crois que ça. Oula, tu me fais quoi là? Studio vidéo. Voilà. Non, c'est pas ça. Gestionnaire de stream. Voilà, on va y arriver. Tac, tac. Lancer un raid sur une chaîne. Ah, il y a une seule chaîne dans les chaînes que je suis qui est en live, c'est ETR. C'est nos copains d'ETR qui ont gentiment aidé, nous ont certainement aidé à pusher un peu King Pong. Donc on va leur rendre l'appareil. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Bonne émission pour ceux qui resteront chez ETR. Et à très bientôt sur l'Antre d'Emdal. Ciao tout le monde, bye bye.